Édition de ce 4 mars 2019. Madame, Monsieur, merci, bonjour et à vous. On va parler ce matin de l'Algérie, de Bouteflika Abdelaziz, qui donc hier a transmis un message à la télévision nationale algérienne où il promet aux Algériens que s'il est élu le 18 avril prochain, il s'engage à organiser une présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. On va dire que ça bouillonne du côté d'Alger en Algérie, puisque depuis près de 2 semaines, tous les jours, on a ces manifestants qui revendiquent, réclament qu'Abdelaziz Bouteflika ne soit pas candidat pour ce 5e mandat qu'il semble vouloir entamé, puisque hier, il a déposé par la voix de son directeur de campagne sa candidature pour cette élection présidentielle algérienne du 18 avril prochain. On voit très bien également qu'en Algérie, personne ne croit en ce discours, puisqu'en 2010, 2011, 2012, il avait tenu le même langage de décrispation de la scène politique algérienne lors de ce qu'on a appelé à l'époque le printemps arabe, mais rien n'avait été fait par la suite. Donc Bouteflika qui semble vouloir calmer les ardeurs dans son pays. Ça semble également parler à d'autres pays africains comme la RDC, où là-bas, le nouveau président Félix Tshisekedi a décidé qu'il va libérer les prisonniers politiques. Donc c'est une très bonne nouvelle qui donne aussi, pourquoi pas, des leçons au Cameroun. Le Cameroun qui a fort besoin de décrispation de l'atmosphère politique ou sociopolitique lorsqu'on voit l'affaire RBC ou bien la crise anglophone. Il y a vraiment de quoi faire pour nos dirigeants en vue de décrisper l'atmosphère. Le plateau citoyen est au complet comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Inogou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Sommes-nous dans un pays de sourds, muets et insensibles? La question, il faut se la poser aujourd'hui. Le collège Sassé a fermé ses portes. 200 élèves sont dans la rue à cause, dit-on, de cette sale guerre, cette crise anglophone qui ne cesse de perdurer. Comment vont-ils composer pour ceux qui préparent le GCE? Dans quel état d'esprit? La question, enlevez vos cotons, je vous la pose. Monsieur Batchou Chalamel, madame, monsieur, qui vous donne rendez-vous à 10h30 dans ce qu'on appelle la colère de Chalamel, une chronique, et on aura l'occasion dans la foulée de commenter le sujet qui sera passé au crible de nos différentes réflexions croisées sur ce plateau. Également sur le plateau citoyen ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Ce jour, nous avons en mémoire encore l'anniversaire de naissance de Pius Ndiaye, 62 ans, c'est l'âge qu'aurait eu ce jour Ndjoumeni Pius, né le 4 mars 1957 à Babouantou par Bafan, ce pionnier de la liberté d'expression, décédé le 12 juillet 2010 aux États-Unis, en laissant en héritage le quotidien Le Messager. Il faut évidemment rappeler qu'il est donc mort de suite d'accident de la circulation percuté aux États-Unis. Lui qui avait évidemment été au-delà de son combat pour la liberté de la presse et pour la presse au Cameroun, lui qui avait été également l'une des voix qui portait le combat contre ce qu'on pourrait appeler au Cameroun les axes accidentogènes, donc ces accidents à la circulation. On va dire qu'il est mort donc par là, et même son épouse également est morte également via un accident à la circulation. Donc c'est pour dire que c'est également pour nous l'occasion d'appeler nos conducteurs et tous ceux qui sont chargés de transporter les vies humaines sur nos routes, de rester dans ce qu'on appelle la prudence pour assurer et garantir aux Camerounais la sécurité routière. Également sur le plateau ce matin, vous, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Que se passe-t-il exactement avec Monsieur Sissoukou Ayoub Tabé et ses compagnons? La Haute Cour de justice fédérale d'Abuja vient de demander ou d'exiger leur retour au Nigeria. Voilà, un autre feuilleton s'ouvre dans cette affaire de sécessionnistes. Merci. On pourrait sourire. On pourrait sourire. C'est bien que le Nigeria puisse prendre les devants dans cette affaire, mais
on doit rappeler que les chances sont minces pour que le Cameroun écoute et suive les indications de cette haute cour donc au Nigeria. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argent qui est donc désormais appelé à être payé par le gouvernement nigérian à ces personnes au vu des dommages et intérêts donc subis par cette, on va dire, extradition de ces sécessionnistes au Cameroun. Souvenez-vous, c'était donc en tout début de cette année. Madame, Monsieur, on va démarrer l'émission de ce matin, comme vous le voyez, avec la première articulation de ce programme, avec l'histoire du jour, tendance cogne. La voyageuse est bien en place, avec le sourire ce matin, j'imagine. Bonjour et bienvenue. Eric, sauf que la fatigue veut ma mort. Quand tu vois mes yeux là, tu ne sens pas que je suis fatigué. Oui. Sorti d'un voyage, je n'ai pas pu mettre mes pieds dans la maison parce que je partais prendre les choses d'une femme qu'on a mis dehors à Lorbessou, derrière le commissariat de Lorbessou. C'est là-bas que la dame vit avec son mari. Ma fille, tu es devenue huissier de justice. Je vais faire comment, papa? À mon âge, je vais vieillir avant le temps. Où vous me voulez pour... Une fois que manque... Je passe mon week-end à l'ouest. En revenant à Douala, ça devient ça. J'étais à l'ouverture de notre lien là, dans mon village. Au retour, à l'heure que je vais me coucher, on m'appelle le 23 heures, maman, pardon. Viens ici derrière le commissariat de l'Orbessou. Il y a encore quoi là-bas? On dit que maman, si tu ne viens pas, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. J'ai dit que non, laissez-moi dormir même quelques heures. Quand tu as encore le téléphone sur le père Momok. Ouais, ma, il a mis toutes mes choses dehors. Les gens lui parlent, ils ne comprennent pas. Ouais, ma, je vais faire comment? N'est-ce pas, à 5 qu'il foncé là-bas. J'ai démarré la voiture, je suis arrivé là-bas. Quand j'arrive, je vois l'attroupement. Il y avait la famille de madame, le père de madame, l'oncle de madame, ses cousines, les cousins de monsieur. Monsieur dit que sa décision va être appliquée. Il dit que c'est à cause de moi-même qu'il a remis les choses dedans. Merci mon père. Je ne savais pas que les gens me mettent comme ça. Merci mon beau. Une bise pour toi. La première fois, il avait dit à sa femme que Georgette, mon jardin secret est sacré. Qu'est-ce que son jardin secret? Sa chambre, le lit conjugal, etc. Mais sauf que son épouse a dégamé. Il a dit que la 4e fois, je ne dois plus parler. Comme c'est la 3e fois, j'ai agi une fois. Il a même juré comme si c'est le pape. Même si c'est son feu père qui se réveille, il va plus entrer. Dès qu'il va prendre sa décision, il va appliquer. Donc, ces femmes qui passent le temps à amener leurs copines, causer dans leur chambre, ou encore qui ont habitué leurs copines que, ouais, maman, quand la copine est dehors, elle t'appelle, tu sais que, ouais, entre pas ici, oh, maman, viens, entre sans toquer sur dans la chambre. Et qu'elle vienne, vous faites les commentaires, étant assise sur le lit. Il faut savoir que, à cause des commentaires des copines, dans une chambre conjugale, le mariage d'une femme en train a failli finir à l'Orbessou, commissariat. Donc, si je comprends bien, Georgette amenait régulièrement... Non, on l'appelle Major. Major amenait ses copines dans la chambre. Que la première fois, que monsieur a su. Donc, quand ses copines viennent lui rendre visite, les causeries, c'est dans la chambre, sur le lit conjugal, elles font les divers. Après, ça longe un peu, elle tape les mains, elle rit. Monsieur a dit que je ne veux plus voir ça. Madame a dit, ok bébé, j'ai compris. Deuxième fois encore, une autre copine est venue entrer sans toquer. Et ce jour, il était là. Elle n'a pas su que monsieur était là. Monsieur s'est levé là de les veto. Que c'est comme ça que vous faites ici. La première fois, je te pardonne. Deuxième fois, je t'ai pardonné. Évite que je t'appelle encore pour une 3e fois. Évite que je constate ça encore pour une 3e fois. Donc, c'est la 3e fois que monsieur a mis ces choses dehors, que pas vivre chez ses copines. Elle dit que quand mes copines viennent ici, ça fait quoi? J'ai mes copines que quand j'arrive chez elles, j'entre dans les chambres et ça ne pose aucun problème. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Monsieur dit que s'il attrape, donc il a même privé des copines. Il a dit, plus de copines jusqu'à nouvel ordre. Voilà pourquoi il a fait... Il a dit que pour que ces choses entrent ici, elle va signer que plus de copines jusqu'à nouvel ordre. Il écrit, elle a signé chérie de moi, plus de copines jusqu'à nouvel ordre. Voilà une femme qui est maintenant sans copine. Elle reste maintenant sans... Ça s'est fait devant sa famille aussi. Oui, que plus de copines jusqu'à nouvel ordre. Monsieur a écrit, elle a signé.
Est-ce qu'on a le droit d'amener ses camarades dans sa... Attends. Dans sa chambre ou encore sur son lit conjugal? Attends. Le français élastique est pas bon. Quand tu entres déjà dans la chambre, c'est que tout est permis. Tu peux t'asseoir sur le lit, tu peux même te coucher. C'est la même chose. Dans le placard et tout. Et en plus, c'est ta copine qui t'amène. Est-ce que monsieur a le droit de vous refuser les copines jusqu'à nouvel ordre? Est-ce qu'on peut vivre sans copine? Point d'interrogation. Et tous les manières, la famille de la femme a validé. Donc... On était seulement là pour suppléer. Qu'on va laisser les enfants à qui? Le troisième enfant, pardon, vous mettez mon homonyme parce qu'ils ont 2 enfants. Je n'ai pas marché pour rien. Donc le troisième enfant là, mettez mon homonyme parce qu'il est venu vous bénir. Et l'enfant là va entrer aujourd'hui. C'est bon, Eric. Alors, l'histoire de ce matin me permet un tout petit peu d'extrapoler ou d'élargir les vannes pour qu'on comprenne un phénomène dans ce pays, dans ce Cameroun, phénomène regrettable, puisque pour ceux qui n'ont pas connu les années où dans ce pays on était purgés, on était espionnés ou contre-espionnés, peuvent croire que nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la paranoïa. Mais il faut comprendre que pour une démocratie, même pour une démocratie, la vigilance est de mise parce qu'il est important de dire aux gens que ce que vous avez de secret ne doit pas sortir. Cela est encore plus vérifié, encore plus vrai dans le cadre politique, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la police politique, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les mouchards, dans le cadre des écoutes téléphoniques, parce que dites-vous bien qu'il y a des personnes dans ce pays qui sont facilement espionnables, qu'on pourrait espionner de façon facile. Et donc c'est avec cette femme qu'on voit très bien que cet homme aurait des activités, on va le dire, qui ne plairaient pas aux uns et aux autres, qu'il serait tout de suite découvert parce que sa femme laisse entrer dans la maison tout et n'importe quoi, je peux vous dire. Parce qu'il y en a qui, même souvent dans les taxis, se laissent aller à des conversations librement, sans s'imaginer que les oreilles pourraient entendre, écouter, analyser ce qu'ils disent. Donc, je veux dire que dans ce pays, pour qu'on évolue, pour qu'on s'émancipe aussi de façon démocratique et politique, il y a cette réserve qu'on doit avoir, il y a cette culture politique de méfiance et de vigilance qu'on doit avoir. Et cela commence dans la maison, dans le foyer. C'est pas pour rien que quand vous signez un contrat, on vous soumet à une clause de confidentialité. Oui, c'est une clause de confidentialité. Ou même quand vous quittez un emploi, on vous soumet à ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Parce qu'il y a des choses qui doivent rester cachées, secrètes. Bon, Bengan, je commence par vous ce matin pour qu'on comprenne et qu'on analyse l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que vous relevez? 2 choses fondamentales. La première, c'est, j'allais dire, la dissociation de notre environnement. Ou si vous voulez, le rejet de culture traditionnelle ou alors la mauvaise négociation de nos cultures avec les cultures venues d'ailleurs. Il se passe naturellement que l'homme a sa chambre à lui. La femme a sa chambre à elle. Et la femme n'entre pas dans la chambre de l'homme, n'importe comment. Et ça, dans l'Afrique traditionnelle. Et surtout, vous avez dit tout à l'heure, pour des initiés, des gens qui ont un certain type de métier, vous n'entrez pas. La chambre de l'homme, vous n'y entrez là lorsque le mari vous dit « Je ne suis pas là, vous allez faire le ménage, vous allez. À ce moment-là, vous arrangez. » Parce que il y a des interdits. Par exemple, nous autres qui sommes des autorités traditionnelles, il y a un certain nombre de choses, un type de comportement à avoir, même si c'est votre épouse. Maintenant, même dans le cadre normal, j'allais dire, d'un Africain ordinaire, d'un Bantou ordinaire, ça ne se passait pas comme ça. Maintenant, si en plus de, j'allais dire, cette intimité de l'homme au regard de ce qui entoure son statut social, il se trouve que le changement de la vie fait que vous soyez ensemble dans la même chambre. Ça rajoute encore, on veut dire, l'intimité, ça rajoute la confidentialité, ça évite donc à la femme d'être
j'allais dire expansive, parce qu'on a l'habitude de dire aux filles qui vont en mariage que, madame, c'est la valise, on ne détale pas sa valise dans la cour, que le toit qu'on a couvre des choses. Là, c'est pour amener la femme à savoir qu'il y a des secrets. Et c'est pour ça qu'à partir de la jeune fille, on lui dit toujours, fermez les pieds. Une femme ne s'assoit pas comme ça. Donc, ça commence par là. Au point où ça veut dire que ton intimité ne doit pas être partagée par n'importe qui, y compris par vos parents. Parce que c'est difficile que votre papa, votre maman viennent, ils se couchent dans votre chambre. Quand ça arrive déjà dans ce qui vous ont mis au monde, et vous imaginez donc ce qui pourrait être fait pour les autres personnes comme ça. C'est-à-dire, lorsque vous dites à une personne, non, il n'y a pas assez de place, vous dormez dans ma chambre. Ça veut dire que c'est vous-même. D'accord. Et vous-même. Donc, cette femme a fauté. Elle a fauté. Et je suis sûr que c'est pour cette raison que même sa famille est obligée, du moins, à procéder à des négociations pour qu'elle signe. J'allais dire, bon, disons, ça pacte de non-agression. Bon, qu'elle signe ce procès verbal de conseil de famille initié par son mari, en présence de ses frères et sœurs, en lui disant que non, vraiment, mon épouse a exagéré. Donc, en fait, la femme cause dans la cuisine. Ce n'est pas dans la chambre. Même en cas de chambre, c'est pareil, parce que lorsqu'elle a sa chambre seule et tout, il y a des limites. Même tes enfants, à un certain âge, n'entrent plus dans la chambre de maman, n'importe comment, même si maman est seule. Donc, ses amis, ses copines, lorsqu'elles viennent, la retrouvent, son bureau, c'est dans la cuisine. Et même là, il y a des limites. Il n'y a pas tous, ce ne sont pas tous les amis qu'on amène dans la cuisine, parce que là aussi, c'est là même, j'allais dire, le socle de la vie. C'est là où se trame la vie. Donc, une faute d'inattention, votre copine, vous ne savez pas que jette le poison dans la sauce, parce qu'on avait eu ça ici pendant les années 80, où un mari s'est trouvé empoisonné par la nourriture que lui a préparée son épouse. Je peux citer des cas. Il s'est trouvé que ce n'est pas la femme elle-même qui avait empoisonné la sauce, c'est une des copines qui est venue là en attendant et tout. Mais malheureusement, le mari était déjà décédé et la femme s'est retrouvée en tôle. Il y a plein de choses. C'est cet endormissement des Camerounais au final aujourd'hui, parce que c'est un véritable problème. Un mari peut se retrouver avec des problèmes parce que sa femme a laissé ouvert leur maison à des copines qui peuvent parfois être des espionnes, qu'on envoie parfois pour épier un homme. Absolument. Oui. Et je termine par là, vous l'avez dit si bien et vous avez très bien précisé cela. Oui. À l'époque des CEDOC, des DIRDOC et du CNR, avant qu'ils ne deviennent DGRE aujourd'hui, on disait à notre époque que les murs ont les oreilles. Et vous ne saviez pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un métier, un type d'activité. Par exemple, l'article 3 de la Constitution disait que les partis politiques concourent à l'expression. Voilà. Mais ça veut dire que la Constitution, j'allais dire, actait l'existence des partis politiques. Oui. Mais quand il y en avait des citoyens qui voulaient qu'on vous dise subversion, maintenant il y avait également des citoyens qui se lançaient dans l'activité politique. Et imaginez donc qu'un mari soit dans cette attitude-là, et vous n'allez pas savoir, demain on vient, on vous arrête. Parce que la copine de votre femme a vu quelque part un livre quelque part ou quelque chose de ce genre, ou autre chose, quelqu'un peut venir là, il jette un pistolet quelque part derrière l'armoire, dans votre chambre, on dit perquisition chez Bombo. On dit mais allez-y, moi je ne cache rien. On dit bon, voilà on vient de tourner même un pistolet, vous mettez les mains sur la tête, vous dites c'est arrivé quand, comment? Oui, donc voilà. Absolument. Donc les Camerounais doivent être vigilants, surtout les femmes, elles doivent comprendre qu'elles ont une responsabilité énorme en la matière de protection de leurs époux, pas parce qu'ils font des choses illégales, mais parce qu'au final on pourrait utiliser ces choses-là de manière bancale contre eux. Alors Chalamel, l'histoire de ce matin nous montre bien que nous sommes parfois plus ouverts qu'on ne le pense, à travers nos épouses qui, voilà, au travers des copines au quartier, racontent un peu votre vie à tout le monde, au vu et au su de tout le monde, ouvrent votre maison à tout le monde. Au final, vous avez des malheurs dans votre vie, mais vous ne savez pas d'où ça vient.
Monsieur Eric Fopoussi, la première personne à condamner dans cette histoire, c'est l'homme. L'homme est fautif. Expliquez-nous. C'est à chaque homme d'éduquer sa femme. C'est à chaque homme de dire à sa femme, voici, voici, non, oui, non, à peu près, évidemment. Interdiction formelle. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cet homme a laissé, il a laissé sa femme. C'est un occidentalisé, monsieur Eric Fopoussi. Dieu merci, il s'est rattrapé à la fin. Ça aussi, on veut le dire, on peut le dire. Chez les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, on reçoit ses connaissances au carrefour. On reçoit ses amis dans la cour et on reçoit ses frères dans son salon. C'est pour ça que vous, les occidentalisants traduisent cela en disant les amis des bars, les amis des carrefours. On se rencontre au carrefour, on se sépare au carrefour, c'est les connaissances. Dans la cour, c'est les amis. On s'assied sous l'arbre à palabre, on s'assied sous le palétuvier, on échange, on consomme. Mais ceux qu'on reçoit dans son salon, ce sont ses frères. Le salon appartient à l'homme, la cuisine à la femme. Je déplore, monsieur Eric Fopoussi, que l'histoire du Cameroun, la connaissance qu'on a de l'histoire du Cameroun, démarre, c'est-à-dire on va à peu près du 10e, 11e, jusqu'au 13e siècle, ça disparaît, on réapparaît vers le 19e siècle. Monsieur Eric Fopoussi du 15e siècle, après on réapparaît vers le 19e siècle. Donc on a un siècle, deux, trois siècles qui ont disparu. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme vivait, les hommes vivaient ensemble. Vous avez vu le principe des grottes. Les hommes se retrouvaient dans les grottes. Il y avait ceux qui allaient chasser, ceux qui défendaient le village, qui revenaient avec la nourriture. On faisait cuire, on partageait à tout le monde. C'est les multiples agressions qui ont fait en sorte que les hommes commencent à sortir. Chacun cherche un petit logement. Il fallait construire un logement qui devait différencier les uns et les autres. Et on est parti sur la base que la chambre de l'homme devrait être le sanctuaire. La chambre que les occidentalisés appellent chambre conjugale. C'est le sanctuaire. C'est l'équivalent du Ngan Pak chez les Tikas. Le Ngan Pak chez les Tikas, c'est cet équivalent. Donc, c'est un sanctuaire. Oui. N'y pénètre pas n'importe qui. Même la femme, lorsqu'elle est sale, ne pénètre pas dans le sanctuaire de l'homme. Vous comprenez de quel type de saleté je parle, monsieur Eric Fopoussi? Vous avez plusieurs fois fait théorie de cela sur ce plateau. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Elle ne pénètre pas dans la chambre. Si Bombok, même ici présent, salue une femme qui est sale, dans la période où elle est sale, elle va diminuer, sinon annihiler une partie de ses pouvoirs. On évite la femme. Rappelez-vous de Jésus, même dans la Bible, lorsqu'on l'a touché, il s'est tourné, il a dit, qui m'a touché? C'est des choses, monsieur Eric Fopoussi. La chambre, c'est le sanctuaire. C'est le lieu où tout se pense, tout s'organise, tout se décide. C'est le lieu où est conservée l'âme vivante du foyer. Alors qu'une femme introduise une femme poisseuse, une femme vampirique, une femme, je ne sais pas, une sorcière, monsieur Eric Fopoussi, la première chose, c'est venir capter ses énergies. C'est le lit conjugal. On vous parle du lit conjugal. Même votre garçon ne devrait plus s'asseoir sur votre lit. Encore votre fille, monsieur Eric Fopoussi. À partir de quel âge? À partir de 10 ans, passé 10 ans. Bon, on dit très trivialement que dès que le garçon connaît le dehors, il n'a plus le droit, la fille connaît le dehors, elle n'a plus le droit de s'asseoir sur le lit de son père. S'asseoir sur le lit de son père, c'est coucher avec son père. Et des malédictions sont portées comme ça, monsieur le Fopoussi. Et donc, si une femme s'assoit sur votre lit conjugal, elle couche avec votre mari? Oui, elle couche avec votre mari. Voilà. Non, non, je dis, elle couche avec votre mari. Oui, ok. Et malheur à vous si elle s'endort, monsieur le Fopoussi. Elle possède l'esprit de votre mari. Ah oui. Vous nous faites peur, là. Hein? Je dis, elle possède l'esprit de votre mari. Ne soyez donc pas surpris qu'il se retrouve en disant, tu as déjà passé nuit sur mon lit, tu t'es déjà reposé sur mon lit, ensemble nous pouvons causer. Et vous allez vous rendre compte que la relation sera très évidemment ouverte, monsieur Eric Fopoussi. Parce qu'il y a eu ce lien. Le lit sur lequel vous vous reposez porte tout. Vos cauchemars, vos rêves, vos projections. Donc, monsieur Eric Fopoussi, une femme qui pénètre ce lieu
considérez-la désormais comme étant votre co-épouse, parce qu'à tout moment, elle peut se retrouver dans cette chambre. Bonbon l'a dit de manière simple. Elle qui entre déjà dans votre chambre, elle peut tout faire chez vous, s'asseoir sur votre salon, préparer même à votre mari, parce qu'il n'y aura pas de différenciation. Alors, je vais inviter tous les gens qui nous regardent aujourd'hui à comprendre, M. Eric Fopoussi, que la chambre, elle est pour l'homme. C'est l'homme qui invite la femme. On peut comprendre la promiscuité, mais lorsque vous avez moyen, cédez à votre femme sa chambre, ayez votre chambre, vous allez vous rendre compte que l'harmonie des équilibres sera rassurée et sera assurée dans votre ménage. D'accord, très bien, Charles. On va également demander à Karine Sontia de nous donner son propos sur cette histoire ce matin. D'abord, je vais m'appesantir sur le symbole même de la chambre. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Une femme qui, lorsque vous êtes étudiante et tout, vous pouvez facilement laisser passer vos amis dans votre chambre, ça ne dérange pas parce que vous pouvez étudier et ainsi de suite, bavarder. Mais lorsque vous êtes déjà quand même marié, il y a une attitude à tenir. Et ce qui dérange, ce qui chagrine un peu par rapport à l'histoire du jour, c'est qu'on a une femme qui est sujette à une certaine lassitude en fait. Elle est tellement naïve qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de laisser ses rivales entrer dans sa propre chambre. Donc c'est compliqué parce que moi j'ai regardé un film un jour où une femme a laissé entrer sa copine dans sa chambre. La femme a pris un sous-vêtement de son mari, elle est allée trafiquer et son mari l'a abandonnée pour aller vivre avec elle. Donc ça veut dire que quelque part quand vous laissez n'importe qui entrer dans votre chambre, vous laissez aussi l'opportunité à ces rivales-là de passer les mêmes nuits avec votre mari, les nuits dans le même lit avec votre mari. Mais quelque part aussi je me dis que l'homme n'a jamais été préparé à ce que sa femme fasse cela. En fait, je pense qu'il a découvert d'une fois et il a décidé de mettre un stop. Il ne pense pas qu'il savait que tous les jours elle le faisait. Donc, non, l'histoire dit qu'il savait et il avait prévenu à son épouse. Il voilà. avait dit d'arrêter. Ça veut dire qu'il n'a jamais été d'accord. Mais il ne savait pas qu'elle pouvait continuer parce que c'est une situation que personne ne peut imaginer que sa femme peut faire. En fait, personne ne peut imaginer que sa femme peut laisser entrer dans sa chambre son ami, sa copine, ainsi de suite. Et même quand c'est ta soeur, elle ne peut pas entrer dans ta chambre n'importe comment. Si ce n'est pas que tu es malade, tu es dans une situation vraiment où tu ne peux pas te lever pour que ta soeur vienne t'assister, ce n'est pas évident qu'elle entre dans ta chambre. Donc vraiment, prenons garde à cela. Et puis, je vais dire aussi que c'est une femme qui est incapable de garder certains secrets. Parce que si tu ouvres déjà ta chambre à quelqu'un, ça veut dire que tu es capable de dire. Ouvrir sa chambre, c'est parler. Ça, c'est une communication. Donc, c'est parler des choses qui ne doivent pas être dites à son ami, qui plus est votre meilleur ami et tout ce qu'on veut bien faire entrer dans les guillemets. D'accord. Tendance, merci Karine. Tendance va également clôturer cette première partie consacrée donc à l'histoire de ce jour. Je vois que c'est une femme simple. Donc, elle prend la vie telle qu'elle est. Et elle embrasse tout le monde. C'est une femme qui a... Je peux me dire que c'est une femme au grand cœur. Si j'ai une belle chambre et que mes copines entrent, je ne vois aucun problème. À moins que ma chambre soit sale, que j'ai peur qu'on va venir voir comment le drap est percé, que j'ai peur qu'on va venir voir comment j'ai mal classé mes choses. Si ma chambre est belle, propre, avec une belle... avec une bonne et belle penderie, c'est la même chose dans le même moment. Avec une penderie là, bien vitriée, avec une clim, pourquoi je dois cacher ma chambre? Ça veut dire que tu lui montres aussi tes sous-vêtements. Non, pas les sous-vêtements. Ça n'arrive pas au niveau des sous-vêtements. Parce que généralement, les penderies, on peut les laisser ouvertes. Si ma chambre est belle, propre, je ne vois aucun problème. Mais je le fais à ma copine qui a l'habitude de me faire entrer aussi dans sa chambre. C'est vice-versa. C'est un peu comme le Ndjangi. Si j'ai en face de moi une copine qui vient chez moi entrer dans la chambre et que chez elle, elle me bloque au salon, combien encore je vais de l'autorisation pour qu'elle entre chez moi? Non. Je ne vois aucun problème. Il faut que les hommes arrêtent ça. On a besoin de montrer à sa copine que la chambre est belle, que tu es heureuse, que tu fais les beaux rêves, et que tu es une femme comblée. Ça ne même pas faire. On ne même pas faire. Est-ce que ma copine en partant a volé quelque chose? Je t'ai dit qu'elle a volé l'un de mes sacs à main. Non. Est-ce qu'en partant, elle a porté le lit? Non. Elle n'a rien fait de mal. On peut être entre copines, de causeries comme un faux salon. Le jour où il y aura, ça n'a pas le même goût que dans la chambre. Le jour où il y aura un petit problème, elle racontera tout. Moi aussi, je raconte pour elle. C'est comme ça entre nous les femmes. Elle raconte, j'assume. Oui, chacun. Et quand moi, par exemple, quand je commets un acte, je commets des actes irregrettables en bon français.
Ça veut dire quand j'amène ma copine dans ma chambre, j'assume. Si demain elle insulte ma chambre et que je suis allée dans sa chambre, j'insulte aussi sa chambre. Ça fait le insulter. Donc, les causeries de la chambre ne sont pas sucrées comme les causeries du salon. Et demain, quand ta copine est dans la chambre, vous causez, tu touches un peu la maison, tu touches le drap, tu lui donnes les prix de tes draps que tu as achetés, vous vous allongez un peu, vous faites les commentaires, vous claquez la... Ça a le goût. Pourtant, au salon, ça n'a aucun goût. Papa, sa copine n'a rien volé chez toi, Taco. Sa copine, est-ce qu'elle a dit que sa copine a dit qu'elle va dormir là-bas? Non. Elle vient seulement faire leurs commentaires, après pas. Elles viennent seulement, ses copines qui viennent là viennent seulement pour les commentaires, après ça finit. Oui, il faut même que vous soyez prudent, vous n'êtes pas prudent. Oui, il ne faut même pas que vous soyez prudent, vous êtes vigilant. Il faut être prudent où? Ah non. Il faut être prudent où? Attentionné. C'est là qu'il faut... Non, quand on est prudent, on a attention, on voit si madame a mangé ou pas. Oui. On voit si madame a refait sa coiffure ou pas. Donc, on refait sa garde-robe. Vous laissez votre copine dans la chambre. Vous allez acheter quelque chose au marché parce que vous dites que c'est votre copine. Parce que je lui fais confiance. Monsieur arrive, trouve la copine bien dormie, couchée là et donc. Voilà. Il fait comment? Est-ce qu'on amène n'importe qui? Non, mais justement parce que celle-là n'est pas n'importe qui. Oui, elle n'est pas n'importe qui. Elle est vraiment votre épouse. Voilà. Vous la laissez là et votre épouse n'est pas là. Je pense qu'elle n'a pas compris la question. Alors, tendance, imagine que ta copine qui vient dans la chambre chez toi, que tu la laisses pour 5 minutes, tu pars au marché, elle reste allongée dans ton lit. Et qu'entre-temps, monsieur rentre. Tu n'es pas à la maison, mais il trouve ta copine sur le lit. Comment il fait? Non, là, ça pose un problème, Eric. Je ne peux pas la laisser. Non, on ne peut pas la laisser au lit pour aller au marché. On va aller au marché à 2. Après, on revient à 2. C'est pas que tu laisses ma chambre, je pars, non. Non, parce que ce genre de chambre, tu peux même laisser sa clé à sa copine quand elle est en déplacement. Oui. Elle dit surtout, il faut dormir dans ma chambre. Pas jusqu'à ce niveau. Il faut dormir. Ça n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Je ne peux pas laisser ma copine peut-être toute la journée ou que repose-toi bien si je ne suis pas à côté. Non. Mais bon, vous êtes... ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Nous, les autorités traditionnelles, on a presque tout vu. Oui, puisque voilà. ces histoires de nos enfants qui mariés nous arrivent tous les jours. On les traite tous les jours. De moi, personnellement, depuis au moins 31 ans, je ne vis que ça. Des copines qui s'arrachent de mari. Par exemple, c'est-à-dire que la femme... Bien comprendre. Non, pas s'arracher. La femme qui donne sa copine à son mari sans le savoir. C'est-à-dire, il y a des codes. Quand vous dites à quelqu'un, par exemple, je ne salue pas quelqu'un, je me dis, mais bon, quelqu'un fait ça. Et comment les karatékas, les gens qui font les arts martiaux se saluent? Ils ne se saluent pas comme ça. Ils l'ont ainsi. Donc, il y a des signes. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la société des codes. Lorsque vous le faites, ça veut dire que vous donnez votre copine à votre mari. Vous lui dites, chérie, je ne suis pas là, ma copine est là. Elle assure tout. À ce moment-là, il n'y a pas de raison de penser que lorsque vous ne serez pas là et que votre copine vous remplace, vous venez vous prendre. Il faut même préciser, que lorsque la femme même vient à tomber malade, pour ceux des occidentalisés qui partagent des chambres avec leurs épouses, on délocalise la femme de la chambre conjugale vers une autre chambre qu'on aménage. Là où tous ceux qui arrivent vont la visiter. Oui, ce n'est pas dans la chambre conjugale. D'accord. Avant vous arrivez, on vous dit non, vous pouvez entrer. Entre, elle est là. Elle est dans la chambre. Non, ça ne se fait pas. D'accord, merci. On va arrêter là pour ce matin avec l'histoire du jour. On va tout de suite enchaîner. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des finances dans ce pays, partant du budget, la répartition et l'utilisation. Comment sont gérées les finances publiques dans ce pays? Quels sont les rôles des ministres de l'économie et de la finance, ou de l'économie et des finances, et le ministre des Finances dans la gestion des dépenses publiques de ce pays? Il n'y a pas longtemps encore, on a vu le ministre des Finances faire une sortie et décrier les méthodes et la manière avec laquelle sont gérées les dépenses, l'argent de l'État.
Il a décrié pendant des heures. Mais hélas, il a fait comme son prédécesseur, avec qui il a échangé de poste. À qui doit-on s'adresser au sujet de la gestion des finances publiques lorsque l'entrepreneur en chef lui-même ne se gêne pas pour organiser plus de fêtes, plus de dépenses, plus de dons qu'il n'en faut? Et dans tous les cas, qui a la mainmise même sur l'ensemble des budgets de cette République? Comment comprendre le fait que les dépenses du Cameroun donnent le tournis à la Banque mondiale? Comment comprendre que l'État perd chaque année des milliards de francs CFA à cause des pratiques illicites de ses agents véreux? Et oui, faudrait-il que ce soit une institution garante de la finance mondiale qui vienne à publier un rapport dans lequel elle tire la sonnette d'alarme sur les nombreux dysfonctionnements qui apparaissent dans la gestion et la répartition équitable des ressources de l'État? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que la répartition du budget de l'État dans ce pays soit inefficace? Comment comprendre que le budget du Cameroun connaît depuis plusieurs années une augmentation significative, mieux une évolution de sa masse sans que le volume des actions ne soit visible au quotidien? Comment comprendre que la moitié des dépenses en biens et services soit constituée de frais de représentation, d'émission, de réception et de services extérieurs? Comment comprendre que notre budget soit un budget consacré à plus de 70% au fonctionnement et à la mangeoire de quelques privilégiés du service public qui accentuent la pratique de recherche et de rente par le biais d'un système d'indemnité journalière par session ou de conseil d'administration perpétuel, avec à la clé des rémunérations mirobolantes, parfois bien au-dessus des salaires mensuels, sans que cela ne soit pris en compte dans le régime financier de l'État? Comment comprendre que l'inefficience des projets d'investissement, la planification et la gestion des projets d'investissement constituent aujourd'hui, comme par le passé, une réelle préoccupation pour de nombreux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, qui ne cessent de décrier le rallongement des délais de livraison des projets structurants entraînant un impact sur l'économie nationale? Comment comprendre que les dépenses en éducation, en santé, soient inégalement réparties dans l'ensemble du territoire? Savez-vous qu'il existe un écart important et patent entre les régions dont les appuis sont quelque peu déjà importants, à l'instar de la partie du sud et ouest du Cameroun, où on peut enregistrer plus de 85% du taux d'achèvement de l'école primaire, contre moins de 65% dans les zones d'éducation prioritaire, telles que l'Est et les régions septentrionales du Cameroun? Savez-vous par exemple que dans le cadre de la construction du complexe industriel-portuaire de Kribi, des fonctionnaires sont accusés d'avoir créé une dépense injustifiée de 19 milliards 158 millions 326 375 francs CFA à la charge du contribuable? Puis encore, de faux virements de salaires et pensions dans les établissements de microfinance sont régulièrement enregistrés. Au compte de qui? Sous le regard de qui? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, et ce malgré les instructions du chef de l'État, la définition de quotas de consommation des appels téléphoniques dans l'administration selon les responsabilités et la hiérarchie n'a pas encore été appliquée? Savez-vous qu'à côté de cela, il y a la mauvaise gestion des finances ou des biens publics par les ordonnateurs et les comptables en matière des administrations publiques qui appliquent les textes selon leur compréhension? Dans tous les cas, à chacun sa compréhension, à chacun son rythme, à chacun de se sentir. L'important, c'est d'avoir de l'argent dans ses comptes privés. L'argent du Cameroun, les finances publiques au Cameroun, c'est une bien grande question auquel vous nous soumettez ce matin, Charles Lamel Mbachou. Il faut déjà aller chercher à comprendre cette dotation générale de la décentralisation et ce décret du Premier ministre la semaine dernière ou en fin de semaine d'avant qui montrait bien la répartition de ces 49,8 milliards
de francs CFA concédés à nos collectivités territoriales décentralisées par l'État. Et on voit très bien qu'au niveau du fonctionnement, il y a ces milliards qui ont été départagés pour les communes et pour les régions. Notez par là que, par exemple, on a prévu 3 milliards de francs CFA pour les différentes communes, pour les 360 communes du Cameroun et leurs exécutifs communaux, alors que dans le même temps, on prévoyait 2 milliards, on prévoit 2 milliards de francs CFA pour les conseils régionaux. Vous comprenez qu'il n'y en a que 10 au Cameroun et que là encore, on peut trouver qu'il y a une vraie iniquité, une vraie inégalité dans la répartition de l'argent dû à leur paye, du moins à leur rémunération, comme on le dit dans ce décret du Premier ministre. Donc, ce seul fait vient étayer à suffire et à suffisance que cette répartition dans les finances publiques pose un réel problème, où on voit par exemple des secteurs prioritaires qui bénéficieraient de beaucoup plus d'argent. On voit très bien que l'État abandonne ce secteur-là. Alors, bon, Bengan, comment vous expliquez cette situation? C'est une politique de vaste hésitation, j'allais dire de navigation à vue. Mais Charles Lamel a terminé sa chronique par, moi j'appelle ça une interpellation digne. Il dit, c'est chacun qui interprète à sa manière, effectivement. Et c'est ça d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains analystes vous diraient que le système sécrète et entretient la corruption. Parce que aujourd'hui, en plus de ce que vous avez énoncé par rapport à ce qui est d'actualité, c'est-à-dire la répartition de l'enveloppe allouée à la décentralisation. Aujourd'hui, en principe, nous sommes en train de terminer ce qu'on avait appelé budget programme 2017-2019. Oui. Mais ce budget programme obéit à quoi? Il est donc chiffré à combien? Quelles sont les grandes orientations de ce budget programme? Parce qu'après on vous dirait, non, même s'il est dit, ça entre dans le budget programme. De quoi? Pour cette raison également qu'on dit, pourquoi on dit que le système, ou alors l'État du Cameroun, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, entretient la corruption. Figurez-vous, je vais vous ramener un peu dans l'histoire. Si vous lisez la loi 001 du 29 juin 1982 portant loi de finances 1982-1983, il y a une disposition dedans qui dit expressément ceci, je cite: le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et affecter par décret à un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'État en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social ou culturel. Les ordonnateurs et comptables assignataires du compte sont nommés par décret, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Ça voulait dire qu'on vous dit, vous êtes délégué de gouvernement à Douala. Vous avez un budget de 10 milliards. Mais au fond, on vous disait, si vous n'exploitez pas le budget, s'il y a le crédit, il reste dans le budget, vous aurez 5% ou 10% à la fin de l'exercice. Il se trouve donc que j'ai mes 10 milliards, je ne fais rien. À la fin de l'exercice, je remets les 10 milliards. On me donne 10% de 10 milliards. Oui, absolument. Ça a été fait comme ça. Et ça a donc amené les gens non seulement à ne pas procéder à l'investissement, mais penser plutôt, Charles Lamel l'a dit dans sa chronique, à alimenter mon compte bancaire. Et je ne vous citerai pas le nom, il y en a même un au fonctionnaire qui était décédé et dont la famille allait prendre de l'argent. On lui a dit ici, et on ne prend pas l'argent comme ça. Bon, donc, voilà ce qui fait aujourd'hui que vous avez l'éducation, un budget de fonctionnement qui est de temps et le budget d'investissement est moins. Pourquoi on ne va pas vers l'investissement? Puisque en fait, vous êtes là pour améliorer les conditions de vie des populations, qui devait être prioritaire. Maintenant, le traitement, j'avais dit le salaire des employés, de tout, c'est ce qu'on peut appeler les affaires courantes. Maintenant, et injecter de l'argent là où ça pourrait améliorer les besoins des populations, les trains de vie, vous n'y allez pas. Mais on peut s'endetter pour faire des séminaires ou alors organiser des cérémonies, comment vous l'appelez ça, des présentations de vœux.
nation. Vous verrez, parce que ça paraît incongru dans la tête de certains citoyens, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte, il a pris le port autonome de Kribi. Pourquoi on oublie la route qui doit rattacher le port de Kribi à la ville de Kribi? Vous ne pensez pas que c'est fait exprès? On oublie qu'on doit faire la voie ferrée parce que tous les ports du monde sont reliés par la voie ferrée. Et on oublie exprès. Et on vous dit, nous sommes dans le budget programme. Qu'est-ce qu'on a donc mis dans le budget programme? Voilà comment on sécrète la corruption et on l'entretient. D'accord. Je vous dis, c'était dans la loi de finances 82-83. D'ailleurs, Charles Hamel, ça me fait sourire parce que le sujet que vous développez ce matin vient à pic. Parce qu'il y a deux documents qui sont partagés depuis quelques jours sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter. Et l'un des documents, d'ailleurs, montre ce que vous dites. Cette gestion des finances publiques très bancale, comme on l'observe avec les exemples qu'on a pris ce matin. Et dans l'un des documents, on évoque une somme de 25 millions de francs CFA dans un BIP MINTP pour le remplacement du système de chauffage d'eau de la piscine de l'une des résidences principales du palais présidentiel. 25 millions de francs CFA. Il y a l'autre encore qui est plus grave, c'est le remplacement de 3 portes à 17 millions de francs CFA. 3 portes coûtent 17 millions de francs CFA. Donc c'est attendez, ça vient de l'État, du budget de l'État? Oui, c'est le BIP MINTP, ça se partage, c'est depuis 2015, là, clairement. Alors que le président de la République a un budget. Voilà, voilà. Donc c'est le budget d'investissement public MINTP. Donc ce document-là est partagé vraiment de manière, on va le dire, virale sur Twitter, et les gens crient au scandale. Ce n'est pas possible qu'on en soit à dépenser autant de millions pour des choses qu'on remplacerait. Je ne sais pas, une porte, ça coûte combien une porte? Mais monsieur Eric, aussi, ça dépend de quelle porte. Peut-être c'est une porte forgée avec de l'acier venant de l'enfer. Vous ne savez pas, monsieur Eric Fofosi. Ou venant de Jupiter ou de Mars. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient se faire. Peut-être on va l'acheter là-bas. Non, même jusque-là, vraiment. Non, c'est juste pour parler trivialement et vous dire, monsieur Eric Fofosi, que tout est fait pour que chacun s'en sorte pleine les poches. Regardez la dernière arrêté du Premier ministre, M. Eric Fofosi, par rapport au système d'indemnité journalière par session. Nous étions les premiers à nous offusquer ici que c'était un système mis en place pour renflouer davantage les poches de ces individus, de ces personnes qui travaillent. Vous allez vous rendre compte qu'en un an, par exemple, dans un service, M. Eric Fofosi, vous avez quelqu'un qui n'est jamais à son bureau, il est seulement dans le programme de la session, la différence séminaire, il est là, on l'appelle assis, son nom sort, son nom apparaît dans presque tout. En fin d'année, M. Eric Fofosi, quand vous calculez le nombre de jours qu'il a passé dans ces séminaires, dans tout cela, vous vous rendez compte qu'il a son salaire, même il n'a pas touché son salaire, et il y a des gens comme ça dans nos ministères qui sont à plus de 3, 4, 5 ans, ils ne touchent pas, ils ne connaissent pas le salaire, M. Eric Fofosi, parce que ça se vit, il bouffe l'argent des indemnités, il s'arrange dans toutes les commissions de ceci, commission de cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fofosi, en 2011, la priorité était portée sur les infrastructures routières. Vous avez vu le budget du ministère des Travaux publics, M. Eric Fofosi? Allez regarder toutes les différentes structures qui étaient impliquées, les principaux départements ministériels qui étaient impliqués dans la réalisation des infrastructures routières. Vous allez vous rendre compte que c'était de l'argent. Nous sommes en 2019. On a avancé. De 2011 à 2012, 13, 14, jusqu'en 2019, on a les routes, M. Eric Fofosi. On a inclus qu'il fallait faire la route Douala-Yaoundé. Il fallait faire la route Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam. Il fallait réflexionner. M. Eric Fofosi, c'est rentré pour le compte des budgets. Est-ce que cela a été utilisé? Voilà autant de questions qu'il faut vous poser. On descend au niveau du ministère de l'Éducation. M. Eric Fofosi, vous vous rendez compte que 85%, chaque année on dit il faut aménager, il faut réflexionner, il faut réhabiliter les écoles, M. Eric Fofosi. Nous sommes à 85% en termes de réhabilitation dans le centre et le sud.
Mais allez, faites un tour à l'Est, M. Eric Fopoussi. Faites un tour dans le septentrion. Vous vous rendez compte que même la répartition semble être bancale à un certain niveau. Et c'est peut-être là que je vais peut-être je vous coupe pas, Charles, excusez-moi, sur le plan de la réflexion. Il faut dire que la loi de 2004 relative applicable aux communes, justement, prévoit que la réflexion, la création sous réserve de la carte scolaire, certes, mais la création, l'aménagement, la réflexion des écoles primaires sont une compétence exclusive des communes, des mairies. Hein. Il faut qu'on précise ça aux gens. Et donc, on devrait davantage décentraliser et apporter les ressources pour ça. Voilà, monsieur Eric Fopoussi. Mais vous allez vous rendre compte que sur le terrain, encore à ce niveau, regardez la gestion, ce qu'ils appellent du paquet minimum, de la gestion des sites. Vous allez vous rendre compte que monsieur Eric Fopoussi, c'est tout sauf ce qui est dit, sauf ce qui est présenté. De janvier à février, monsieur Eric Fopoussi, on a dépensé 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA pour des réceptions de présentation des vœux, monsieur Eric Fopoussi. Ces 2 milliards qu'on dépense comme ça à tue-tête, à tout vent, devaient servir à quoi? Vous vous rendez compte, donc, monsieur Eric Fopoussi, que la répartition, c'est juste pour contenter les journalistes, c'est juste pour contenter les suiveurs de l'information, mais sur le terrain de la pratique, en aucun cas, cela n'est le cas. D'accord. En tout cas, j'aimerais juste juste rappeler à ceux qui nous regardent ce matin que le budget de 2019 est de 4 850 milliards. Dans les 4 850 milliards, on a concédé à peu près 1% aux communes et aux régions cette année, c'est-à-dire 49,8 milliards, comme je vous l'ai dit il y a un instant, alors que normalement, tel que voté par nos lois, on devrait arriver à 10% du budget. Donc, on devrait avoir normalement, on a dit 4 850, au moins 485 milliards de francs CFA concédés donc à ces communes et régions pour que ces communes-là justement puissent faire leur travail d'abord pour la construction des salles de classe, pour la réfection de ces établissements scolaires primaires. Et je veux juste faire une comparaison avec un pays comme l'Afrique du Sud pour dire qu'à l'Afrique du Sud, cette dotation que l'État concède à ces collectivités territoriales centralisées est de 50%. Donc imaginez qu'on divise ce budget de 4 850 milliards par 2 et qu'on les verse aux communes. Imaginez qu'à Douala 5e, Douala 4e, toutes les communes du Cameroun et même dans les villages, imaginez le développement local qui se ferait là-bas, au lieu que l'argent soit comme vous l'avez dit, dépensé au niveau central pour des séminaires, pour des comités interministériels, pour des commissions de tout et de rien, comme on voit, et qu'on gaspille autant d'argent dans du farfelu. Donc au final, c'est important que les Camerounais comprennent que ce n'est pas au fond le manque d'argent qui fait problème au Cameroun. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est comment on repartit ça? Quand on vous dit, vous vous rendez compte que vous avez des directeurs qui sont à 30 millions de salaire le mois. Oui. Vous vous rendez compte qu'il y a des responsables, des services centraux qui sont dans les 7 millions de francs CFA. Mais monsieur Eric Fopoussi, calculer cet argent. On a vu certaines personnes qui ont osé même aller chercher à avoir 50 millions comme salaire. Monsieur Eric Fopoussi, de certaines entreprises parapubliques. Mais posez-vous la question, si on règle déjà ces individus à ces montants, vous calculez un an, ils sont combien de directeurs généraux, ils sont combien de responsables, calculez, vous allez vous voir combien cela fait, monsieur Eric Fopoussi. Donc, vous convenez avec moi que c'est 70% qui est réservé au fonctionnement, qui est réservé aux frais de représentation, aux frais de réception et les services extérieurs, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. Sauf pour le bonheur, comme on va le dire, du peuple. Donc au final, hein, c'est clair qu'il y a de l'argent, mais c'est comment cet argent est utilisé qui pose un réel problème, puisque comme vous l'avez dit, il y a ce gaspillage qui ouvre la voie, bon, Bengan l'a également relevé ici, à la corruption, au détournement, au vol de l'argent public au Cameroun. C'est donc cette finance publique qui ouvre les portes à ça. Nous avons décrié pendant longtemps le système, l'affaire du marché Congo. On a décrié pendant longtemps qu'il fallait recaser. Il fallait recaser. Il fallait recaser. Il a fallu un énième feu, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi on envoie encore une dotation? Une dotation spéciale du chef de l'État. 32 millions de francs CFA pour 215 commerçants sinistrés. Mon Dieu, ça fait à peine 216 000 pour chacun. 216 000 pour une boutique. Les sinistrés
sinistrés avec combien? Non, mais écoutez... Les sinistrés de Maga, Oui, quand on mais- repartait, ça faisait combien par famille? Non, mais écoutez, Jalabel, quand on vous donne 216 000 pour vous qui êtes sinistrés, vous pensez que ça peut vous refaire un fonds de commerce? C'est pour payer, Non, mais c'est pour payer, aller en pharmacie, acheter le principe Befort pour ceux qui ont des problèmes de nerfs, Voilà. acheter quelques trucs et puis vous vous débrouillez. Bon, c'est fou. Ça pourra en aucun moment vous aider à vous relancer. Bon, c'est un don. Bon, et c'est là qu'on voit très bien ces finances publiques qui sont gérées en navigation à vue, puisque ces 32 millions auraient pourquoi pas financé, déjà, on va dire un peu trivialement, auraient financé les fondations de nouveaux marchés qu'on construirait pour ces commerçants-là. Pourquoi pas? C'est aussi un savoir gérer que d'imaginer qu'on peut utiliser l'argent public pour des choses pérennes, pour des choses utiles pour le peuple camerounais. Merci Charles pour cette chronique. Merci à vous. On va, madame, monsieur, vous inviter à rester sur Equinox Télévision. C'est tout pour cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième. À tout de suite. Sur ce plateau, nous sommes le 4 mars 2019 sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre, madame, messieurs. C'est l'émission 10-12, le Zénith, qui entame donc cette deuxième partie. Et la deuxième partie est connue de tous et par tous. On va commencer avec vos messages envoyés. On avait eu un petit souci depuis la fin de semaine dernière avec les messages. Désormais, c'est réparé. J'aimerais faire un clin d'œil à Charles-Amel Bachou qui a réparé Eric, tout ça. Oui, oui. Si tu as un problème avec ton téléphone un jour, Oui. et que le grand s'il ne parvient pas à Voilà. Donc, ta vocation même, c'est seulement d'arranger les téléphones. Quand j'ai un problème avec mon téléphone, si je dis pas au marché Congo, à l'ancienne troisième, on n'arrange pas. Quand il voit Chalamel, le problème est résolu. d'accord. En tout cas, vous allez faire sur ce plateau à la sortie, c'est tout à l'heure à 12h, vous aurez une file indienne qui viendra demander à Chalamel l'expertise pour le téléphone. Voilà. Il a le cerveau pour ça. En tout cas, merci Chalamel pour cela. C'était quand même assez insoutenable de faire des émissions sans cette interactivité. Donc, Karine Santia, à vous pour quelques messages, je vous en prie. Juste pour dire qu'une femme qui respecte son mari n'a aucun droit de faire entrer sa copine dans sa chambre conjugale. Amatis Focap depuis Limbé, qui nous écrit. Alors, un autre message, le lit conjugal est confidentiel. Une autre personne n'a le droit d'entrer dans votre chambre conjugale, sauf que ta copine est lesbienne. Waouh. J'y reste de Mendon. Il ne faut pas. Vraiment. L'État du Cameroun ne tolère même déjà pas ça. Alors, non, mais Chalamel, non, pourquoi on ne peut pas dire ça? Les gens vivent ça. C'est vrai que la loi. C'est vrai que la loi est contre ça. Mais on ne parle pas non plus à faire un tabou. Souvent, vous pensez que votre femme est comme elle est, mais c'est une hypothèse. On ne peut pas ne pas explorer ce champ. Ça peut être une déviance. Même pour les lesbiennes, c'est interdit. Oui, Momok. C'est à vous de dire ça. Hein. Mais ça peut ouvrir aussi une piste. Voilà. À 70%, les femmes qui laissent les copines dans leur chambre encouragent leur mari à sortir avec leurs copines. Dans l'ignorance. Un autre message, la chambre est sacrée, que ce soit la chambre conjugale ou celle de l'homme. La chambre en général ne devrait pas être le salon où on reçoit les gens. La répartition faite par Charles est idéale, c'est-à-dire connaissance au carrefour, amis dans la cour et frères au salon. On va dire, c'est assez difficile, assez dur hein, pour ceux. C'est assez dur pour ceux qui sont habitués à être reçus au bar. Ils comprennent tout de suite, grâce à vous, Chalamel, à quel niveau de considération ils sont. Hein. Voilà. Vous avez des gens, des amitiés qui ont plus de 5-6 ans, où les gens ne connaissent pas le domicile de l'autre. Là, tu es où on prend une. C'est pour il y a des amitiés. C'est dans les deux sens, monsieur. Il faut pas dans un seul sens. Non, c'est dans les deux je sens. veux juste dire que ceux qui sont habitués à être reçus dans les bars comprennent, grâce à vous ce matin, qu'ils ne sont pas très bien considérés par vos amis d'enfance. Vos amis d'enfance, monsieur, il faut que ce soit vos frères. Dans frère, ce n'est pas le frère par filiation. Bien sûr. C'est-à-dire les frères, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui vous avez fait plus de 20, 30 ans d'amitié, 40 ans. Vous pouvez plus l'appeler votre ami, c'est votre frère, monsieur. D'accord. En tout cas, les gens devraient se fréquenter quand même hein, à travers les maisons, aller dans les bars. Bon, non, monsieur, c'est pas tous les amis qu'il faut amener chez soi, tous les gens qu'on connaît qu'on amène chez soi. Vous appelez amis si vous non, appelez quelqu'un ami. J'ai rectifié, c'est pas tous ceux qu'on connaît qu'on doit amener chez soi. Tout à fait, oui. Donc, c'est pas tous.
Bon, de toutes les façons, je préfère boire avec un ami. Il y a des gens négatifs, monsieur Rifopoussi. Négatifs de par leur façon d'être, leur façon de vivre. Voilà. Il y a des gens négatifs que vous n'êtes même pas censé faire traverser les 5 cm de chez vous. Non, enfin, ce que je voulais dire, Chalamel, en fait, si vous me forcez à réagir, je vais donc le faire. Je veux dire que si vous considérez qu'une personne n'est pas assez intime à vous pour ne pas venir chez vous, évitez de l'inviter au bar. Parce que même au bar, cette personne peut vous faire du mal. Si jamais... Vous savez, pour boire avec des gens, il faut avoir confiance en ces personnes-là. Parce que la personne peut, avec un poison, vous empoisonner après. Sauf que M. Erifopoussi, dans ces mêmes bars, il y a 2 conditions, 2 règles sérieuses à suivre dans les bars. C'est-à-dire, soit vous vous levez, pour ceux qui aiment bien le faire, ils couvrent avec la capsule pour démontrer que à son ami je ne te fais pas confiance, soit il vide littéralement le verre et pose avant d'aller faire pipi. Merci pour ces règles. Merci pour ces règles. Donc quand il couvre, il vous dit je ne vous fais pas confiance. Donc ça vous de savoir qu'ici, il ne vous fait pas confiance. Jusque-là vous forcez. Parfois il vide totalement, mais celui qui laisse en allant faire pipi en revenant, il ne continue plus passer. Parfois il laisse, il ne boit plus. Non, et il y a des mouches imaginaires. Non, mais c'est une hypocrisie, mon Dieu. Oui, c'est ça le mal. Je dis que si vous voulez pas boire, si vous ne considérez pas comme un ami, mais ne buvez pas avec lui. Ne buvez pas avec lui, mon Dieu. Ne forcez pas à boire avec lui. Ce que vous dites l'un et l'autre montre justement qu'il n'existe plus de société. C'est ça. Il n'existe plus de société. Je veux dire que l'occidentalisation a envahi toutes les couches dans notre pays. On a envahi tout, y compris les êtres pris individuellement. Voilà. Or, dans notre Afrique, moi, je veux dire, on ne s'entourait pas de telles précautions parce que ça n'existait pas. Non, mais bon, ce que Chalamel veut vous dire qu'il parle d'amitié. Ça veut dire qu'il y a des amitiés. Il y a des amitiés où on se retrouve pas beaucoup, c'est au bar. Bon, ben là, quand on va au bar, il faut prendre des précautions. Oui, encore là-bas, s'il y a des précautions. La vie n'est pas facile, mon Dieu. Parce que je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, on ne pouvait être en train de consommer. En me levant, je pousse ma bière vers vous. Je pousse la bière, en fait, ma bouteille vers vous, je m'en vais. Lorsque je reviens, avant de me remettre, vous devez boire avant de me remettre. Mais il y a des antipoisons qui entrent où les gars consommaient l'antipoison. Voilà. Qui va devant tout le monde et répéter, vous allez, vous ne revenez plus. Mon Donc Dieu. ça a évolué, monsieur Eric Fopoussi. Vous me rappelez une histoire que j'ai vécue d'un monsieur. À chaque fois qu'il se levait pour aller faire pipi, entre guillemets, il vidait dans Non, mais c'est quand même... Pourquoi se donner autant de mal, mon Dieu? Non, c'est juste que ne fait pas confiance. Voilà, tout à fait. Alors aussi, Karine Sotia. En ce qui concerne le budget alloué aux communes, tant que la décentralisation n'est pas effective, sachez que le budget ira dans les poches des maires et des autorités administratives. Motaïm depuis Fongoton. Comment ça dans les poches des maires et des autorités administratives? C'est le peu qui sera donné. Ça veut dire que les conseils municipaux continueront à être encadrés par le préfet. Et les carburants et tout ce que vous pouvez imaginer. Je veux dire, quel lien il fait avec une décentralisation effective? Je veux savoir. Ça veut dire que les conseils régionaux sont là. Ils ont pouvoir. Ça veut dire que le maire a la latitude de gérer avec les délibérations de la commune, du conseil municipal. Il peut se déployer. Mais c'est ce qui est fait actuellement. Vous êtes sûr? Veut dire, le ministre Sadi a sorti une circulaire où il disait qu'il ne veut pas entendre parler des concessions. Le préfet de Vouri de l'époque, qui est gouverneur dans le centre, et tous les maires de Vouri, les 6, et le délégué de gouvernement ont procédé aux concessions, c'est-à-dire en piétinant les orientations de leurs supérieurs hiérarchiques. Vous m'appelez ça sauf que la loi applicable aux communes et même aux régions est claire. Celui qui représente l'État n'a pas le droit d'annuler une décision du maire. Et là, c'est pour ça que le téléspectateur dit qu'il faut que ce soit effectif. L'effectivité, c'est dans l'application de la loi. Cette fois-là, où il faut modifier quelque chose? Non, dans l'application de la loi. D'accord, ok. La loi est claire, mais c'est l'application de la loi qui fait problème au Cameroun. Voilà. Alors, moi, les chiffres prononcés au pays ne nous surprennent plus que les gros poissons continuent à gaspiller dans les whisky et les vins. Sahel et Déa.
Un autre message, je suis maintenant mariée avec la copine de mon ex-femme à cause des choses comme ça. Tout le temps dans ma chambre, j'ai fini par prendre goût. Non, arrêtez un peu. Non, Charles, on ne peut pas laisser, on peut pas laisser un message comme ça passer sur ce plateau. Non, c'est une déviance, ça. C'est une déviance. Ça rentre dans l'écart de nos valeurs. Vous ne pouvez pas venir justifier un mal par une situation. Il n'y a pas, justement, justifier un mal par une situation. Lorsque vous dites à votre fils, quand un aîné arrive à la maison, vous êtes assis, levez-vous. Oui. Un aîné arrive, l'autre fils se lève, il va dans la chambre. C'est un code. Oui. Lorsqu'on vous dit n'amenez pas votre copine dans la chambre, ça veut dire que vous donnez votre copine à votre époux. C'est un code. Mais vous le faites, il n'y a pas de déviance. Ça c'est vrai, ça c'est bon. Il n'y a pas. On sait tous que c'est mauvais. Mais maintenant, venir gaillardement, royalement à la télé, expliquer pourquoi on a fait ça. Ça veut dire, il ne l'a pas épousé en catimini, ça veut dire qu'il allait doter. Ça veut dire qu'avec sa femme première, ils ont divorcé. Quand on parle de divorce, ça veut dire qu'il y a un débat public. Ça veut dire, que il y a un peu de cynisme. Il y a un peu de cynisme. C'est du cynisme, ça. Monsieur Eric, savez-vous que chaque chambre, disons chambre conjugale, comme vous voulez, pour respecter, a un esprit. Vous savez que lorsque un parent, un chef de famille vient à décéder, ce n'est pas n'importe qui ouvre la porte de sa chambre, vous le savez, M. Eric Fopoussi. C'est à une personne, à son successeur, celui qui l'aura choisi, qu'on remet la clé d'aller ouvrir. Il y a actuellement, dans plein de villages aujourd'hui, des chambres qui sont fermées depuis 1980-1960, dont on n'a pas ouvert jusqu'à ce jour, parce qu'il y a des problèmes de succession. La chambre reste fermée jusqu'à l'heure aujourd'hui. Bien sûr. Donc pour vous dire que l'esprit, le gars peut être un maniaque sexuel, M. Eric Fopoussi. La personne, le propriétaire de cette chambre peut être... La femme, lorsqu'elle vient se coucher, ça peut être un initié. Vous ne savez pas, monsieur Fopoussi. Non. Lorsqu'elle vient à voir avec Si. Est-ce que c'est le totem qu'on garde dans la chambre? Totem ou pas totem qu'on garde. Non, il y a des gens comme ça, ma fille. Moi, par exemple, même mon cadavre sera dangereux. Non. Donc, il y a des gens... Ce que je voulu... Vous venez, vous dormez dans mon lit. Oui. Sachez que si vous n'avez pas une certaine consistance, vous pouvez tomber malade. Voilà. Et là, maintenant, vous direz que bon, est méchant. J'ai dit non. Vous êtes venu là où il ne fallait pas. De la même manière, lorsqu'on vous dit la vie, c'est les codes. C'est comme le code de la route. Pourquoi on vous dit ça à ce niveau? Mais nous, on traverse la route n'importe comment. Mais quand on vous dit on traverse la route au passage, on traverse la route. Je voulais juste faire relever ceci. Nous sommes d'accord que la copine ne doit pas venir se coucher sur le lit de cette femme. Est-ce qu'elle vient seulement dormir là-bas? Elle vient pour les commentaires. Mais que ce monsieur ne prenne pas ça pour prétexte et le dise assez ouvertement avec triomphalisme. Vous voulez donc que ce téléspectateur mente? Il vous dit ce qui m'a amené au divorce et épousé. Je veux juste qu'il se cache un peu. Non. Voilà. On doit justement relever. Allez-y, Karine Santi, allez-y. Un autre message. Quand on était jeunes, on nous disait que l'école est la clé du succès, mais actuellement, nous avions réussi à avoir la clé. Et c'est avec regret qu'on constate que la serrure a été changée par je ne sais qui. Suivez mon regard. Ils travaillent ici au pays comme s'ils sont de passage ici. Que ce pays n'est pas le leur. Cela se vérifie par leur passeport. Que Dieu nous vienne en aide. Beaux-Arts de Gaza. Non, peut-être on n'a pas bien compris. L'école est effectivement la clé du succès. Mais quelle école? Est-ce que l'école occidentale rapportée chez nous sans aucune adaptation, ou bien l'école de la vie? Par exemple, en simple clair, en 71, le sociologue Jean-Marc Ella a écrit un livre, La plume et la pioche. Si l'école africaine était orientée dans ce qu'on appelle la plume et la pioche, c'est ce que Basek Bakobio appelle le maître du canton, dans son livre qu'il a transformé en film, Sangomalo, par exemple. C'est ça, et c'est ce que la Grande Royale nous apprend. Ce qu'on y perd, vaut-il ce qu'on va gagner? Ça veut dire que nous n'avons pas su négocier l'école venant de là-bas et l'école d'ici. Donc, en fait, mais l'école, dans son acception moderne, c'est ça la clé de la vie, puisque ça commence à la maison, l'éducation que maman donne. C'est ça l'école. Par exemple, l'histoire du jour, c'est une école. Lorsque vous connaissez les cours de cette école, ça va vous éviter certains travers dans la société. Donc il n'y a pas que l'école diplômante qui va dire que comme moi,
j'ai mon certificat d'études primaires indigènes et je peux penser que je vais être moniteur indigène quelque part ou peut-être... Bon, je voulais quand même faire une précision pour ceux qui nous regardent. On peut le relever comme vous le faites ce matin, hein, les avantages, les inconvénients de l'école et même de l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui. Oui, l'école, oui. c'est l'éducation nationale au Cameroun. Mais il faut qu'on choisisse aux Camerounais que cette école-là, même comme ça, avec cet art, reste aussi la clé du succès. Il faut au moins aller à l'école avant de ne pas trouver le travail. C'est encore mieux que de ne pas être à l'école. Disons-leur, je veux juste faire comme ils veulent faire l'école, oui. Il y a l'instruction et l'éducation. Il faut lier les deux. On vous dit, lavez les mains, lavez les assiettes de soie, lavez ceci, c'est l'éducation. Maintenant, l'instruction, 1 plus 1 égale 2. Ceci, c'est ça, ça c'est l'instruction. Donc, vous pouvez lier les deux. Et c'est la clé du succès. Ce sont les deux qui ouvrent la clé du succès. Mais l'instruction seule, quand vous serez agrégé en agrégation de quoi, je ne sais pas, et vous ne savez pas entretenir votre copine à la maison, vous n'avez aucune valeur. Non. Vous n'avez aucun succès. Vous serez agrégé, on va vous appeler au Massachusetts Institute of Technology pour enseigner. Vous irez à Harvard, vous irez au je ne sais pas où. Vous n'aurez aucun succès. Non, c'est ça le succès, maman. Non, c'est pas ça le succès, bon, malheureusement. En tout cas, c'est un débat philosophique. Quand vous prenez la retraite, c'est à ce moment que vous vous rendez compte que, mais attendez, je croyais avoir atteint le palier le plus élevé, mais alors, je suis en bas. D'accord, on va arrêter là pour les messages. Je suis désolé, mais on n'a pas toute l'émission pour ça. On va, avec vous, Karine Sontia, faire la revue des réseaux sociaux. Alors, débutons cette revue des réseaux sociaux par le milliardaire camerounais Photo Victor, traité de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. En effet, dans une vidéo tournée à Bayangam, prise à Bayangam, qui circule actuellement sur la toile, le milliardaire le milliardaire a dit, je cite, du calme, ce n'est pas encore votre tour, ne vous trompez pas, entre autres, repris par la brigade anti-Sardinard, il vient d'entrer dans la liste noire. Malgré cette colère, il y en a qui reconnaissent à l'homme d'affaires le respect qui ne saurait être piétiné malgré les points de vue politiques divergents. En tout cas, on prend cette vidéo, on l'écoute ensemble. Le bon Dieu a dit que je devais être là. Il faut que je sois là, aujourd'hui. Et j'ai risqué la mort 4 fois. Selon le docteur, hein, jamais entré dans le coma. Mais pourtant, 4 fois, le docteur dit, on va voir. Et moi, personnellement, je connais 2 fois. Mais, c'est ça que je tenais à dire à tous les nouveaux politiciens, plus particulièrement à mes frères. Je dis à mes frères, quoi, Bamiliki, comment il y a des places qu'on peut vous donner, vous refusez, non? Vous pouvez refuser parce que ça vaut de passe. Oui, pourquoi pas, on vous donne, on vous choisit, vous dites vraiment, ça me dépasse. Je ne peux pas accepter. Mettez ça sur votre tête. Parce que un panthère, pour rattraper le gibier, passer au milieu des lions comme ça, c'est pas possible. Wow. Non, moi, je vous dis, si on vous dit qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut sortir parmi vous, allez à étudier. Je vous jure, il vous ment. C'est pas votre temps, ça doit venir. Je ne serai pas là. Mais vous allez voir, un jour vous allez voir. C'est Aïdjo qui avait dit ça, à nous. C'est pour le moment, non. Allez doucement. Vous êtes pressé, mais vous allez voir. Le pouvoir, ça ne se partage pas. On fait semblant. Non, même le pouvoir qu'on donne à Madame la ministre, on tient en haut. Hein. Voilà.
ce que j'ai tenu, vous savez même, je sais, Voilà, c'est ainsi l'extrait de ses dires sur ce plateau. D'accord. Alors, non, vraiment, j'ai regardé cette vidéo 4 fois. 4. Je suis à 20. 4 fois 20. Pour comprendre, parce que les gens ont réagi un peu de manière épidermique à cette vidéo pour dire non, il les avoue, ses frères Bamileke, il les avoue Maurice Kamto et tout ça. Mais c'est un sage, c'est un vieux. Il y a beaucoup de paraboles dedans. Il faut décoder ces paraboles et comprendre réellement ce que le père Fosso Victor a voulu dire. Je suis désolé que les gens s'en sont pris à lui comme ça de manière aussi légère. Mais il faut bien écouter ce qu'il a dit pour bien voir vers quel chemin il veut nous amener. Bon, Robin, quelle est votre compréhension de cette vidéo, de ces propos? Oui. 2 images. Comment vous pouvez traverser un animal qui va traverser entre les lions, les panthères, en estimant que les lions ne peuvent pas vous dévorer. Voilà, comment une panthère peut aller chercher une proie que les lions ont attrapée et sont en train de partir entre... Donc c'est ça, en fait c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le milieu politique est violent. Ça s'explique au Cameroun, en RDC, au Tchad, en France, aux États-Unis. Attends, quel est l'état actuel, l'état d'esprit actuel entre le président Trump et son ancien avocat Michael Cohen. Voilà. Qu'est-ce qui anime le débat public aux États-Unis dans ses relations avec l'URSS, avec l'ex-Union soviétique, avec la Russie? Y a-t-il eu inféodation ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le milieu est violent. Angela Merkel a eu du mal à former une coalition pour repérer un gouvernement. C'est un milieu violent. Donc pour un homme qui a cette envergure, qui a un certain âge, qui a vu tout, et vous allez lui dire, vous prenez ces propos comme ça et les tourner en dérision. Je dis non, ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas bien compris. C'est nous qui n'avons pas bien compris. On veut dire, en fait, M. Fosso Victor voudrait nous dire qu'il est possible d'éviter certains types d'altercations dans les milieux politiques. Il suffit de savoir s'y mettre. Et en vous disant que quand il le dit, ça veut dire que nous sommes dans la jungle. C'est fort, il y aura des coups. Mais il y a des coups qu'on peut éviter. Et je pense que, comme il dit, c'est des paroles de sages, comme vous avez dit. Oui, les paroles. Alors, on ne peut pas les prendre comme ça au premier degré, en les transposant dans la direction. Aujourd'hui, il dit, ah oui, mais il est en train de pourfender les Bamileke, lui-même, c'est quoi? De toutes les manières, c'est un milliardaire du régime. Il peut... Non, c'est pas de cette manière. En plus, M. Fosso Victor, qui lui a donné, il a conçu, l'a remis à l'État du Cameroun. Il est au-delà du Cameroun, Fosso Victor, quand même. Ok, d'accord. Oui, Charles. Alors, il a commencé la vidéo en disant, vous avez voulu que je sois là. Vous avez insisté, je suis venu. Si vous avez suivi, c'est par là que ça a commencé. Ça veut dire que on l'a appelé en lui disant que depuis que ça se passe, tu es où? On n'a pas entendu ta voix. Et là, c'est un gamin. Non, c'est ça que je suis. Ouais, moi, j'analyse froidement. Je n'ai pas de parti pris. On a dit que depuis que ça se passe, tu n'as pas, viens t'asseoir. On est en train de réfléchir sur ça. Premier point. Deuxième point, si ça avait été dans un cadre aussi simple, effacé, on n'aurait pas eu besoin d'avoir la grande affiche qui est derrière lui. Cette grande affiche dénote que ça a été fait exprès de faire passer ce message. Pour avoir côtoyé ce milieu et côtoyé ces personnes, je sais que quand vous arrivez, vous voulez sortir un téléphone portable, on vous dit que messieurs, déposez votre téléphone portable parce qu'ils ont des gardes près d'eux. Ça veut dire que ce téléphone a été admis exprès. Donc, monsieur il faut aussi, déjà, cette vidéo est une vidéo commandée. Ouais. Je m'arrête déjà à ce niveau. C'est commandé. On dit, vous m'avez demandé d'être là. Oui, non, il y a aussi des sous-entendus dans ce que vous dites. Non, j'arrive. Ça veut dire qu'il peut avoir organisé des choses et faire comme si on l'a invité. Par exemple, oui, mais par exemple. Il ne faut pas faire une analyse froide et laisser les sous-entendus. Je n'ai pas le monopole de savoir. Je n'ai pas le monopole de savoir. C'est pour ça qu'on a insisté. Chacun analyse comme il a compris. Oui, chacun analyse comme il a compris. Allez-y. Monsieur Rifopoussi, à gauche, nous avons les Allemands, nous avons les Juifs, nous avons les nazis. On est passé.
Devant, nous avons le mythe du chasseur. Et nous sommes à l'ouest, c'est normal qu'ils prennent cet exemple. Le lion chasse en meute, monsieur Rifopoussi. Le lion en là-bas, le lion qui vient goûter le repas et qui abandonne le lionceau et après au lion. Ça, c'est important. La panthère chasse seule. Seul. J'aime beaucoup ça. Vous avez compris. Voilà. La panthère chasse seule. Oui. Est-ce que cette panthère n'a pas voulu, elle aussi, se comporter au lion en invitant la meute à l'accompagner? Point d'interrogation. Ici, on parle d'une panthère qui chasse seule. Ça veut dire qu'il y a action de désolidarisation, monsieur Rifopoussi. D'un côté, on a une panthère, de l'autre, on a des lions. Quand les lions chassent en meute, c'est tout à fait normal. Les lions même se retrouvent parfois à bouffer les hyènes. Les hyènes même qui, elles aussi, chassent en meute, monsieur Rifopoussi. Oui. L'autre côté, il démontre, quand il dit, même madame la ministre qui est assise là, avec nous, on lui a donné le pouvoir, mais on la tient. Donc, ça veut dire qu'en principe, ça confirme l'hypothèse qu'il y a une classe de personnes, une catégorie de personnes qui gèrent les choses. On donne l'impression, et je sais, et c'est justement, Bobo nous le dit tout le temps ici, vous avez l'impression que vous êtes assis aux commandes. Pour toute chose, il faut s'en référer à cette catégorie de personnes qui vous donnent le quitus de faire, qui vous donnent le quitus d'avancer ou de ne pas avancer. Donc, forcément, ça demande déjà, que ceux qui croient avoir le pouvoir n'ont pas le pouvoir. Les vrais gens qui ont le pouvoir sont là, et c'est une meute de lion. Alors, Chalamel, franchement, quand il dit que les jeunes politiciens sont pressés, et quand il dit attendez votre tour. Il a ajouté, il dit à mes frères. Oui, oui. Je parle à mes frères. Justement, oui. Quand il dit attendez votre tour, est-ce qu'il n'est pas dans la confirmation de l'esprit que les gens ont dans ce pays, dans l'esprit de chacun son tour au Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, ces propos ne sont pas loin que des propos qui ont été employés pendant la campagne présidentielle. Rappelez-vous ces propos. Rappelez-vous ces propos bien avant ça. Rappelez-vous, comment on avait appelé, c'est baptisé, ce truc-là, permettez-moi, Amadou Ali, ces câbles, le Wikileaks. Wikileaks, où Amadou Ali avait confié qu'un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir. C'était un câble Wikileaks qui avait échappé, M. Eric Fopoussi. Donc il faut dire que ces choses qui se révèlent, ce n'est que cette confirmation, parce que durant toute la campagne présidentielle, ça avait été ça. Ah non, le tirage de pénalty qui vous a dit aujourd'hui, ce n'est que cela. Donc, M. Eric Fopoussi, nous n'en sommes pas loin. Donc, il faut dire que c'est un message qu'on veut passer. Le premier message est passé par Jean de Dieu Momo. Ça a été tenu par Jean de Dieu Momo. Peut-être on s'est rendu compte que l'expression était mal employée. Et que personne n'a compris. Et que personne n'a compris. Personne n'a compris. Il fallait véritablement faire la correction. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Photo Victor venir dire en ces mots. Voilà, mais en tout cas. Il y a des interprétations, certes. Mais que ce que Mme Foning a dit de manière claire, quand elle voulait se faire élire, d'abord c'est la première femme qui quitte l'OFR pour être élue au RDPC. Et elle est à Douala, elle a été élue députée et maire, elle a choisi d'être maire. Qu'est-ce qu'elle a dit pendant cette campagne électorale à ses frères Bamileke, s'il faudrait donc contre ça, ceci. Elle a dit, ce n'est pas normal que nous récoltions des milliards ici à Douala et nous pensons tout prendre. Première chose, il a dit. L'autre chose, parce qu'il faut toujours dire, c'est notre tour. Monsieur Photo Victor parle des jeunes politiciens. Ça peut se recruter partout. Maintenant, si vous prenez mal ces propos, justement, vous allez tribaliser le débat. Moi, je continue à penser que Monsieur Photo Victor est l'ami de Louis Yinda, est l'ami de Tebela, est l'ami de Ndongo Esomba. Et que quand il se retrouve là-bas, il n'y a pas de tribu. Ou alors la seule tribu, c'est justement la tribu qui pense qu'il faut prendre les gens, la tribu qui détient le pouvoir, qu'il faut prendre des gens dans le... Ils appartiennent à une époque, la vision d'aujourd'hui n'est pas la vision de Photo Victor. La vision de Photo Victor est dépassée. Chalamel, vous avez dit, je le confirme, ceux qui détiennent le pouvoir ne sont même pas dans l'organigramme de la République. Voilà. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que quand vous voulez regarder le pouvoir, vous voulez le conquérir, quels sont les tenants du pouvoir? Si vous l'imaginez donc en termes de tribus, vous faites fausse route. C'est là où je vous dis, votre analyse d'abord, c'est la lionne qui chasse, le lion ne chasse pas. C'est ce que je dis. C'est la lionne qui chasse qui vient donner à son mari. La lionne qui chasse, le lion doit être le lion. Mais ça, donc en fait, ce que Photo Victor dit,
c'est que méfions-nous. Justement, ceux qui s'engagent dans la politique, c'est violent. Et sachez que les détenteurs du pouvoir sont dans toutes les ethnies et que si vous voulez, par communautarisme, nous pouvons vous coopter. Mais si vous confinez ça en termes de Kamtoki et ci ou ça, vous allez faire fausse route. Et à ce moment-là, précisément, les Bamileke risquent d'avoir des problèmes pour avoir mal compris la situation. De toutes les façons, ce qui est certain, c'est que Faustin Victor a parlé en parabole. Ceux qui ont compris que cela comprennent, ce qui est certain, c'est que c'est un sage. Il a tout vu dans ce pays. Il sait de quoi il parle. On va... il a arrêté la mort 3 fois. Et voilà. Et pour ceux qui glosent, et pour ceux qui glosent sur le fait qu'il s'exprime donc à Maurice Kamto, je peux encore vous garantir, je l'ai relu, il ne parle pas à Maurice Kamto, il parle à ceux qui sont au pouvoir. Avec vous, Karine Sonti, on va prendre tout de suite la deuxième partie, la deuxième information. Alors, la deuxième information concerne le Social Democratic Front qui a démontré hier sa maturité politique lors de sa conférence dans la circonscription électorale Douala 5e, précisément au quartier Bepanda. Au programme, plusieurs comptes rendus de travaux de commission, réconciliation, commission communication digitale, projet communal et bien d'autres. Et sur la toile, les internautes reviennent sur les critiques qui prédisent l'agonie du parti, mais certains restent très attentifs à la remontada en préparation. D'accord, la remontada souhaitée par le SDF. Donc, on va dire que le SDF a organisé cette conférence. Il faut déjà voir le lieu choisi, c'est Douala 5. On va dire qu'à Douala 5, le SDF, comme vous le savez, n'a pas cette mairie. Et il faut le dire, c'est une mairie RDPC, Douala 5. Alors, donc, le fait de commencer à Douala 5, c'est un message qu'on envoie, ça c'est clair, puisque pourquoi pas Douala 3e. Et à Douala 5, il y a que c'est aussi l'un des fiefs historiques aussi du SDF Bepanda. Donc aussi, on voit très bien aussi que le SDF prend en compte les données de la présidentielle pour commencer là-dessus. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est de voir que le SDF fait ce qu'on appelle ici, on va dire son examen de conscience et dit clairement que là, on en a fait ci et ça, on le reconnaît, donc on pourrait le rattraper. Bon, Robin, comment vous voyez cette stratégie du SDF? Le secrétaire général du SDF a été instruit par le comité exécutif de ce parti après les élections. Le dit qu'on était tenu à Yaoundé. Il a été instruit de redynamiser le parti en allant procéder à une campagne explicative au sein des populations, mais surtout en commençant par demander les excuses aux populations qui, depuis au moins 1997, après comme s'ils n'étaient plus en harmonie, ne les écoutaient plus. Voilà, c'est ce que le secrétaire général de ce parti a commencé. Et il avait d'abord envisagé, je pense, à faire des tournées dans l'ensemble du territoire national. Et effectivement, vous avez raison, lorsqu'il a choisi ici à Douala, Douala 5, avec un de leurs députés à côté. La circonscription électorale pour les législatives, c'est Bouri-Est. Donc en fait, il faisait là d'une pierre deux coups. D'abord au niveau des législatives, l'honorable Nietzsche couvre les deux circonscriptions électorales de Douala 3 et Douala 5. Maintenant, l'autre aspect, c'est la conquête ou alors la reconquête de la commune de Douala 5 qui les a échappés, je pense, depuis depuis 2007 et tout, ils l'ont pratiquement perdu. Donc, c'est ça, et ça me semble normal. Ça entre dans l'action politique, redynamisation de la vie politique. Et c'est là, parce que la vie politique se trouve en organisation, formation et action politique. Donc, c'est cette dynamique-là qu'ils ont en train de lancer. Espérons que ça pourrait leur donner de se requinquer, comme disait la fille Sontia. Vous avez étudié un mot là, quoi? La remontada. Remontada, voilà, la remontada. Ils pourront donc peut-être remonter leur côte. Oui. Chalamel sur le SDF. Bien, il faut dire, M. Eric Fopoussi, que on sait, au lendemain de la campagne présidentielle 2018,
On a vu des membres du SIF sortir et demander des excuses pour ce faux score, en fait ce score qu'ils ont eu. Historiquement très bas. Historiquement très bas. C'est vrai qu'à ce moment, on s'est dit, à ce moment-là, il devait engager des actions parce qu'il était encore temps, M. Eric Fopoussi, de poser. Ils ont laissé le temps passer. Entre-temps, des convictions, on a appuyé à gauche, on a appuyé à droite. C'est un peu trop tard, vous voulez dire? Oui, parce qu'on sent là, à l'immédiat, qu'ils sont en train de préparer, M. Eric Fopoussi, ce qui est en train d'arriver, les régionales, les municipales et tout ce qui est en train d'arriver. On sent qu'ils sont en quête. Et ils ont fait l'inventaire, permettez-moi comme ça de le dire, l'inventaire où ils ont essayé d'analyser et ils se sont rendus compte que les faiblesses pesaient le plus. Parce que quand vous regardez la commission réconciliation, vous voyez qu'il faut absolument dans un peu de temps ramasser. Or, ils auraient dû le faire au lendemain. Pendant que le feu était encore ardent, le feu était encore bouillant, ils pouvaient ramener rapidement ces différentes personnes qui ne s'étaient pas encore décidées, M. Eric Fopoussi. Je le dis pourquoi? Parce que pratiquement depuis un mois aujourd'hui, on assiste à une action qui est menée par le MRC, si vous observez, avec les recrutements, M. Fopoussi, un peu partout. Ratissage là, ratissage à gauche, ratissage à droite. Vous vous rendez compte des dos, c'est sur la toile. Ça se voit sur la toile, M. Eric Fopoussi. On vous dit non, mais même pas seulement sur la toile. Quand vous voyez Douala 5e, parce que moi je dis Douala 5e, c'est différent. Hein? Douala 5e, c'est vraiment le nœud des supporters du MRC. Hein? J'en viens, M. Eric Fopoussi, pour vous dire qu'à l'heure actuelle, l'offensive qui est lancée par le MRC sur le terrain est extrêmement violente, M. Eric Fopoussi. Et vous savez que le MRC a grappillé pour beaucoup dans cette frange et beaucoup plus dans la jeunesse, mais dans cette frange du SDF. Alors, comment faire pour reconquérir? Il faut véritablement mettre du travail et ça devait commencer au lendemain de la présidentielle, ce qui n'a pas été fait. Mais ce n'est pas toujours tard, M. Eric Fopoussi, au vu de la mobilisation qu'on a vue, parce que ça aussi, ça a été annoncé au vu de la mobilisation qu'il y a eu. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas eu d'anti-meute là-bas. Non, on l'a vu. Au vu de la mobilisation, qu'il y a eu. On a beau faire un saut là-bas, puis ils sont partis. Au vu de la mobilisation qu'il y a eu de ce côté, M. Fopoussi, on a pu quand même se rendre compte que les gens sont venus écouter. Espérons qu'après, ça pourra prendre la mayonnaise, pourra prendre véritablement. D'accord. Mais j'ai d'autres formes, M. Voilà. En tout cas, Karim Sotia sourit, hein, parce que voilà. On va tout de suite terminer. On va terminer avec cette information Oui. Du Mincommerce qui n'est pas du tout d'accord avec l'augmentation des prix des produits brassicoles et convie les responsables des compagnies brassicoles à une concertation ainsi que leurs différentes structures de distribution mercredi 6 mars 2019 à 10 h. Selon un post du 1er mars sur la page du ministère du Commerce, les sociétés brassicoles auraient rendu public les nouveaux prix sans les proposer au ministère. Voilà. Mais quand cette information est arrivée, nous nous sommes dit que c'était acté par le ministère du Commerce. On savait que l'État était d'accord. Mais il y a eu ce coup de tonnerre, ce rebondissement pas possible. Le ministère du Commerce qui ne se reconnaît pas dans cette augmentation. Mais comment on appelle ça? La liste est sortie. Oui, comment on appelle ça? C'est quoi, Bobo Bengan? C'est l'amateurisme? C'est quoi ça, ce problème? Oui, c'est l'amateurisme du gouvernement. Oui. C'est l'amateurisme du gouvernement. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, après Charles Lamel a déclaré sa chronique. Oui. Le gouvernement s'est embourbé dans ses propres turpitudes. D'accord. Vous avez voté, adopté une loi de finances sans associer les opérateurs économiques. Et vous dites dans la loi de finances que les entreprises brassicoles peuvent augmenter les productions. Vous ne leur dites pas jusqu'à quel niveau ils peuvent augmenter. Et vous leur dites, maintenant, ne le faites plus. Puisqu'en fait, jusqu'au 15 mars, les entreprises doivent déposer leur déclaration statistique et fiscale. Oui. Ça veut dire qu'en fait, qu'ils auront encore toute l'année pour commencer à voir, ils ont les plans de stratégie qu'ils ont élaborés depuis novembre et tout. Donc, ce que fait le ministère du Commerce, il aurait pu le faire en octobre-novembre, lorsque le chef de l'État avait donné les grandes orientations de ce qui allait être le budget, la loi des finances de 2019. Il ne les associe pas. Maintenant, il veut jouer sur le fait que, mais si la bière augmente, les populations risquent de se soulever. Mais les populations, il veut jouer, bon, peut-être ça va donner. Vraiment, parlons-nous
les yeux dans les yeux. Je veux dire que on a augmenté, je pense, 50 francs, c'est pas grand-chose. Non, mais sérieux. On a augmenté 50 francs. Vous savez quel est mon avis sur la question. 50 francs, les gens auraient, de ceux qui, comme nous, estiment qu'il faut augmenter beaucoup plus que ça. Bon, 50 francs, c'est pas grand-chose. Est-ce que le Mincommerce a vraiment, je dis, est-ce qu'ils sentent en eux qu'ils peuvent faire machine arrière, la SABC, et que l'augmentation soit de 25 francs? Prenons Monsieur, il faut aussi, ça peut être ça peut être un jeu. De la même manière que Mombo m'a dit, ça peut être un jeu. C'est-à-dire? Donc les gars, vous voyez que c'est fort, testons un peu. Ils envoient les premiers devant. Après, non, vraiment, nous, on n'était pas au courant. Le juste milieu peut être connu déjà par 25. Le juste milieu peut être connu par eux. Le 6 on dit que vraiment, on a compris au vu de ceci. On voit, on essaie, on a trouvé le juste milieu. Mais l'objectif est de faire passer. C'est des stratégies, monsieur, il faut pousser. Ça peut être une stratégie très bien pensée. On dit, bon, on a dit que ça ne devait pas augmenter avant le 15 janvier. On avait dit d'après le 15 janvier, les choses devaient augmenter. Bon, laissons un peu voir, observons. On teste. Nous sommes en mars, monsieur, il faut pousser. Bon, je veux, parce que moi je fais que Est-ce que vous pensez qu'avec l'augmentation des droits d'assises sur certains produits d'importation qu'il y a eu dans ce loi de fin 2019, 50 francs, ça peut leur permettre de recouvrir leur marge aux entreprises brassicoles, vraiment? Il y a deux choses fondamentales qu'il faut intégrer. D'abord, lorsque la loi de finances sort, les industries brassicoles, ils auront à payer plus d'impôts par rapport à cette augmentation que l'État leur a concédé de faire. L'autre chose, c'est les effets d'entraînement. Lorsqu'on va augmenter la bière, même le bâton de manioc va observer une cure d'amaigrissement et peut-être même d'augmentation de sucre. C'est-à-dire que le bobolo que vous achetez à 50 francs avec tu va peut-être coûter 50 francs, mais va avoir une cure d'amaigrissement. Et la tomate au marché. Donc, il y aura un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que le ministre du Commerce est en train de avoir la température, la vie qui deviendra chère. Ça veut dire que même le Bensikin, qui avait l'habitude de le prendre à 100 francs, va dire non, bon, cette fois-ci c'est fort dehors, à 225. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que justement, on va répercuter ça sur tout. Ça veut dire que quelqu'un qui vous prenait 50 pour un service, vous dit, ma bière, je bois à 650 plus cher. Même les on m'en 25 sur. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter. C'est l'effet mécanique en fait. Le sucre en carreau de 10 francs n'existe plus. Vous ne pouvez pas acheter. Ça n'existe plus. On sait généralement que ce type de balance arrive lorsqu'on augmente sur le carburant, monsieur il faut pousser qu'on voit généralement ce que vous êtes en train de dire. En quoi est-ce que cet impact va jouer sur le transport et va jouer sur le bâton de manioc? Parce que c'est la bière, monsieur il faut pousser. Mais c'est la et nous ne sommes pas la première augmentation de bière. On a eu des augmentations qui n'ont pas impacté dans ces différents secteurs. Non, comment ça? Non, ça n'a pas impacté. Ce que vous dites, c'est pas le prix qui va impacter. Ce qu'il dit, c'est que si le bâton était plus gros avant à 100 francs, on baisse juste la qualité de manioc, on joue à 100 francs. Absolument. Ça aura 100 francs, mais ça va avoir le prix. Et ça va impacter sur tout ça. Est-ce que vous pouvez, nous qui sommes ici, ceux qui nous regardent, combien d'entre nous pèsent le pain qu'on achète à la boulangerie? Alors que le pain qu'on vend à 125 francs a un poids qui doit être voilà. Est-ce que les 200 grammes là, nous avons même le temps? Nous constatons seulement que mon fils de 11 ans là, il ne finissait pas un pain. Maintenant il mange 3. Il finit. Maintenant il mange 3 pains. Donc voilà. Alors que le prix reste le même. Le prix reste le même. Voilà. Et moi seul, je peux manger même 10 pains. Voilà. Je le ressens. Voilà, merci. Avant même quand je partais à Yaoundé, disais que c'est mieux le pain de Yaoundé. Même à Yaoundé, ils ont baissé. D'accord, ok, merci. Madame, monsieur, on vous promet qu'on va revenir sur ce sujet parce qu'il y a d'autres points à explorer, puisque beaucoup estiment qu'en augmentant le prix de la boisson, ça va mécaniquement également entraîner la baisse de la consommation au Cameroun. Mais Bengal estime que même si vous augmentez à 1500 francs, les Camerounais continueront à boire autant qu'ils boivent aujourd'hui. On va reparler. On va tout de suite basculer au plateau B avec Consti Lamine qui nous parle ce matin des gyrophares de signalisation. Bonjour Consti.
Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe du 10-12 Le Zénith et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Et parlant bien sûr de clients, je tiens à dire merci à une très grande cliente du concept Salaka. Elle se soucie de la prévention routière. Elle s'appelle bel et bien Madame Georgie, directrice générale du snack bar restaurant Moula Taco, du côté bien sûr de Deido, qui nous a commandé pour ce week-end 10 gyrophares de signalisation pour tous ces véhicules, les véhicules de son personnel, les véhicules bien sûr de ses directeurs. Merci à vous Madame Georgie d'avoir pensé aux gyrophares de signalisation. Nous allons tout de suite passer à la présentation de cet appareil de signalisation qui aujourd'hui vient apporter un plus dans la prévention routière, dans la sécurité routière. C'est un gyrophare de signalisation, comme son nom l'indique très bien. C'est un appareil qui permet d'alerter à plus de 200 mètres qu'on est en détresse. Imaginez, en pleine nuit, vous êtes sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, vous êtes victime d'un accident, vous êtes victime bien sûr d'une panne mécanique ou électrique, vous avez besoin de garer votre véhicule pour regarder de quoi il est question, alors que de le garer, c'est-à-dire d'une manière, c'est-à-dire pas très régulière, alors garez-le d'une manière normale et positive, sortez votre gyrophare de signalisation, fixez-le à l'arrière ou à l'avant de votre véhicule, ainsi fixé, vous allez alerter à plus de 200 mètres que vous êtes en détresse, ainsi vous serez à l'abri d'un éventuel accident. Voilà donc le rôle que joue le gyrophare de signalisation. Il joue également le rôle d'une lampe torche, oui, parce qu'il est doté d'une lampe torche. Que de laisser allumer vos phares, c'est-à-dire de véhicule, question de décharger votre batterie, utilisez tout simplement la lampe torche que voici. Cette lampe torche va vous aider à pouvoir éclairer un endroit quelconque. Voilà donc quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation qui est un appareil neuf d'origine américaine, arrosé bien sûr de 2 ans de garantie. Revenons sur le prix, chers téléspectateurs. Il coûte officiellement 5 000 francs. Oui, vous l'avez au prix de promotion définitif à 5 000, mais comme nous sommes dans le cadre de la semaine de la femme, et je l'ai annoncé la semaine dernière, jusqu'au 9 mars 2019, tous ceux qui vont commander leur gyrophare de signalisation, quel que soit vous êtes à Yaoundé, à Deido, à Bepanda, à Garoua, à Bafoussam, vous allez bénéficier d'une réduction spéciale sur le prix de 5 000 francs. Donc profitez de cette grande réduction offerte par le concept Salaka pour acheter un gyrophare de signalisation à moins de 5 000 francs. Je dis bien, c'est une opportunité pas comme les autres. Il faut courir dès à présent du côté du magasin 1001 Tapis, qui est le point de vente de ces gyrophares de signalisation qui, je rappelle, coûte officiellement la somme de 5 000 francs. Mais comme nous sommes en pleine semaine de la femme, nous allons permettre à tous les téléspectateurs qui vont nous commander de l'acheter à moins de 5 000 francs. Okay. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays Madame, africains. Monsieur, poursuivre ce programme. Merci Consilamine. Avec interpellation de ce lundi 4 mars 2019. On regarde l'élément et ensuite on fait un commentaire. A tout de suite. Moi, je regrette beaucoup parce que nos petits-enfants qu'on accouche, aujourd'hui, on ne sait même pas ce que les petits-enfants-là vont devenir demain. On n'a pas l'avenir. Les enfants-là n'ont pas d'avenir. Si vraiment le gouvernement peut comprendre les larmes des Camerounais, il faut chercher à améliorer le système de vie des Camerounais. L'idée pour le développement et le progrès de notre pays, c'est qu'il nous manque à faire au Cameroun, il faut créer les emplois. Il faut que le gouvernement cherche à créer les emplois aux citoyens camerounais, les jeunes. Parce que les jeunes n'ont plus. Donc les jeunes n'ont plus de projet, on n'a plus rien dans la tête. Ils sont partout au Cameroun, c'est les biens, on voit que les églises, les bars et tout ce qu'on fait au Cameroun actuellement, si les motos, les call-box, les gens n'ont rien à faire. On sent bien le courroux du compatriote qui jette un regard très pessimiste, trop pessimiste diront certains, sur le Cameroun. Robengan, un petit commentaire. Sauf qu'il n'aurait pas dû interpeller le gouvernement pour que le gouvernement comprenne les lamentations des populations. Oui. Il doit se rendre à l'évidence avec ce qu'il a cité lui-même, les débits de poissons, les églises et tout, de façon que
justement, le gouvernement a refusé d'écouter les lamentations de ces populations. Vous savoir que, bon, vous plairez là-bas, vous allez prier. D'accord. Dès que vous sortez des églises, vous buvez la bière, vous attendez le lendemain. D'accord. Allez, tout de suite, on prend Miss Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Miss Vergeturov avec nous sur le plateau B, bonjour. Bonjour à la grande équipe du Zénith. Quelle est la bonne nouvelle ce matin? Oui, Eric, avant d'annoncer la bonne nouvelle ce matin, elles sont nombreuses à se lamenter dans les quartiers en ces thèmes. Est-ce qu'il y a véritablement un produit qui lutte contre les vergetures? Qu'est-ce que j'ai déjà assez acheté des crèmes? Il n'y a pas de succès. J'ai tellement, j'ai du mal à aborder et démembrer. J'ai du mal à aller à la plage. Eh bien, ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle. Terminez vos soucis, terminez vos angoisses. Vous avez, grâce à Miss Vergeturov, la crème miracle qui vous donnera du sourire, qui vous permettra d'aller à la plage et qui va vous permettre d'aborder vos démembrés. Et donc, parlez-nous de Vergeturov alors. Alors, Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de vitamines A, C et E. Elle hydrate en profondeur, elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres et enfin, elle combat efficacement la cellulite, un véritable tous en un dans cette crème miracle-là. Qui doit utiliser Vergeturov? Alors, les hommes, les femmes et les adolescentes, vous qui avez pris du poids brusquement, ou alors vous qui avez perdu brusquement du poids, les femmes enceintes, les hommes, tout le monde de toutes les façons, vous qui souffrez des vergetures, que vous soyez homme, enfant ou adolescente. Ça fait sourire un peu quand même. Quel est son mode d'emploi? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturov, il vous suffira simplement de nettoyer la zone à traiter. Et mieux, il vous suffira simplement de prendre un bain minutieux, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures, masser, frotter, j'insiste, masser, frotter jusqu'à l'obtention d'une sensation de chaleur. Preuve que le produit a effectivement pénétré. Répétez l'action 2 fois par jour, matin et soir. Surtout, ne l'associez pas aux produits éclaircissants encore appelés dans nos quartiers Johnson. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturov sur des zones à traiter. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser Vergeturov comme votre crème hydratante. Cette fois, vous n'allez pas masser, vous n'allez pas frotter, vous allez simplement effleurer comme votre lait de toilette quotidien. Vergeturov. Donc, sa particularité et les points de vente. Oui, la particularité de Vergeturov n'est plus à démontrer, c'est son efficacité, rien à faire. Sa particularité, c'est également son petit prix, 6 500 francs. Vergeturov ne va pas connaître une augmentation de prix, non, c'est 6 500 francs. C'est également sa double, triple protection contre les intempéries. Alors ici, nous allons citer quelques points de vente dans la ville de Douala. Parfumerie Marie-Vette du côté du marché de Nord-Bassi, parfumerie Kefa du côté du marché de Double Balle, parfumerie Éminence, marché New Dedo, parfumerie Tataflo, marché Bonasama, parfumerie Momi du côté du marché central. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 0028 28 680 0028 28 ou allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov pour en savoir plus.
Merci beaucoup, Miss Vergeture. Madame, monsieur, on va tous basculer pour retrouver avec nous Karine Sontia une fois de plus pour quelques messages envoyés par vous, chers téléspectateurs. Encore ce matin dans le 10-12, le Zénith. Nous sommes lundi 4 mars 2019. Karine. Cette vidéo est tellement explicite que ceux qui refusent de la comprendre sont simplement de mauvaise foi. Cette icône nous a nourris, abreuvons-nous simplement. David Eustache de Mbokoum Mando de Japoma. Voilà. Un autre message qui nous arrive. Alors, le débat ne doit pas être sur le prix de la bière au Cameroun. Nous voulons le travail. C'est quoi cette façon d'abrutir les Camerounais avec la bière? Alors qu'on n'arrive même pas à manger la banane dans ce pays. Idriss Mathurin et Magam depuis Ange Raphaël. Quelle solution donc préconiser? Qu'on fasse quoi? Qu'on ne vende plus de bière? Quand ne vend plus de bière plus cher au Cameroun qu'en Suisse et en Europe. Oui. Elle coûte plus cher. Ça veut dire quoi? Il y a des entreprises brassicoles qui recrutent les gens. On fait comment? On va les chasser, ces entreprises, ces employés-là. On va faire comment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'industrie. Non, en réalité, la vraie question de la bière au Cameroun, c'est les ventes importées qui naissent un peu partout. On doit réglementer cela et réglementer l'accès à l'alcool au Cameroun. Une fois qu'on aura fait ça, le débat sera clos. D'ailleurs, j'étais l'une des personnes qui pensait qu'en augmentant les prix de la boisson, ça baisserait la consommation des Camerounais. Mais on se rend compte que chaque année on augmente, mais les gens consomment encore et toujours plus. D'ailleurs, il y a des snacks dans ce pays où on vend l'alcool à 2000 francs. Et il faut voir comment les gens consomment là-bas. C'est extraordinaire. Même si on ne boit pas la bière, on va boire les sachets. N'est-ce pas, on avait refusé les sachets depuis. À nos jours, si ça ne va pas qu'on va encore revoir les whisky en sachet dehors. Mais partez devant les collèges et lycées, vous allez voir. Partez au lycée de Melon. Au lycée de Melon, les enfants prennent ça comme le yaourt. Le whisky en sachet. Donc les élèves entrent seulement avec le whisky en sachet en main. Pourtant on avait interdit. D'accord, on va tout de suite basculer pour prendre Concilamine une fois de plus qui se positionne avec le Vombio Oméga 3 et la lotion Vombio. Alors juste quelques petites précisions, Concilamine. Alors ce matin je parlerai encore du préant et je parlerai des secteurs à l'occasion de la journée internationale de la femme. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez regarder en ce moment. Nous sommes donc là pour parler de votre complément alimentaire, le Vombio Oméga 3. Ce complément alimentaire qui est préventif, qui permet de réduire les complications du diabète, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. C'est une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, il est sans effet secondaire dans l'organisme et il n'empêche pas la prise des autres médicaments parce que lui, il est un complément alimentaire. Alors revenons donc sur le prix, chers téléspectateurs. Je rappelle bel et bien que le prix officiel de ce complément alimentaire est de 6 000 francs pour ce qui est du Cameroun. Vous le retrouverez dans d'autres pays, notamment le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, à plus de 6 000, bien entendu. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, et je l'ai si bien dit, spéciale réduction sur tous les prix des articles vendus au magasin 1001 tapis. Et le Vombio Oméga 3 étant l'un des produits vendus au magasin 1001 tapis, nous allons permettre à tous ceux qui vont le commander dès à présent, que vous soyez au nord, à l'extrême nord, au centre, au sud, à l'est ou alors hors du Cameroun, c'est l'occasion plus que jamais de le commander et de profiter de cette réduction pour l'avoir à moins de 6 000 francs. Votre complément alimentaire, le Vombio Oméga 3, je dis bien, vous l'avez à moins de 6 000 jusqu'au 9 mars 2019. Pour ce qui est de la lotion, c'est l'eau de toilette des diabétiques qui est médicale. Vous l'avez également à moins de 6 000 francs au magasin 1001 tapis qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h30. Merci. Venez de ce côté-là et achetez votre complément alimentaire Vombio Oméga 3 à moins de 6 000 francs seulement. Merci Lamine. Madame, monsieur, c'est donc ici que prend fin cette édition du 4 mars 2019. On vous invite à rester sur nos antennes Equinox Télévision. Retour du Zénith demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun entre-temps.